Quelles sont les 10 plus grandes victoires de l'histoire du MMA français? À quelques jours de l'énorme rendez-vous pour Cyril Gane face à Alex Poatan Pereira à la Maison Blanche pour la ceinture intérimaire poids lourd de l'UFC, Jab Culture dresse sa liste des 10 plus grands succès de l'histoire du MMA dans notre pays. C'est parti! Aldric de retour dans le studio Ricordia à Nice, Jab Culture numéro 46. Le retour de la série Top 10, les plus grandes victoires de l'histoire du MMA français. J'ai pas dit les plus grands combats, les plus grandes victoires. Exact. C'est très important parce qu'on espère que Cyril rentrera encore plus dans ce top face à Pereira dans quelques jours à la Maison Blanche. Les plus grandes victoires. Donc c'est vrai que si on avait dû... Moi j'ai essayé comme d'hab d'avoir un angle Fight Matrix. Et si on avait vraiment respecté que ça, il y aurait eu beaucoup de Cyril. Parce qu'il a pris des mecs... Mais même, il y a des victoires qu'on a tendance à minimiser, Alex. Les Rosenstruck et tout. Même taille, ils étaient 4, 5, 6e mondial. Taille au moment où ils ont été 3e ranking UFC. Et même mondial, il était 6 mondes. Il était 6 Fight Matrix au moment où Cyril l'a pris. Donc évidemment que si j'avais gardé ce côté juste data, il y aurait eu Cyril, Manon, Aldric, Nassourdine, Benoît. Et c'est tout, quoi. Et là, on a quand même pris une personne. Ouais, c'est ça. On s'est amusé à... Chaque personne est représentée qu'une seule fois dans le top, ce qui permet d'avoir plus de diversité aussi. Bon, au moment où on se parle, les gars, vous savez déjà le résultat de New York, San Antonio, premier match. Moi, je respecte, mais on rappelle, l'émission est faite le mercredi, donc je ne sais pas. Non, on va passer une courte nuit. On va regarder ce match ce soir. Et lundi, on pourra déjà parler des 2 premiers matchs. Je vous fais déjà ma prédiction. Moi, je pense que ça va être dur 2 matchs, voire peut-être même 3. Et après, j'ai peur que le banc de San Antonio... Enfin, j'espère, parce que je suis supporter de New York depuis mon plus jeune âge, que le banc va s'essouffler, Alexandre Arvin. Let's go. Wemby, je le rappelle, et tu sais qu'ils vont faire un carton d'audience. Entre New York et le fait que Wemby, qui a déjà fait des cartons d'audience pendant les playoffs, puisque c'est un peu le nouveau visage de la ligue, ça va faire un carton absolu. Elle est belle, elle est inédite. Quand tu vois l'état de San Antonio il y a 3 ans, quand Wemby est drafté, ils ont fait 4 victoires la première année. Et ce qu'ils font aujourd'hui, alors... Non, pas 4 victoires, plus que 4 victoires. Je crois que c'est 6 victoires. Ils ont non. 6, ce serait le record historique de pas assez de victoires. T'es sûr? C'est 19 ou 16 ou un truc comme ça. Je regarde. Je sors de mon sujet podcast. Impossible, 6, tu pètes le record de la pire saison de l'histoire. Ça, je peux te le garantir. Je suis un homme de stats, tu le sais. Strictement impossible. Vas-y, continue. Ouais. En tout cas, on parlera des 2 premiers matchs lundi dans le Aldric NRB. Justine avec nous en régie comme d'habitude. Comment ça va, Ju? Écoute, ça va, on est là. Écoute, on est là, l'employé du mois. Des gens en DM lui ont dit félicitations pour avoir été employé du mois. J'aime bien notre communauté. Ce titre, c'est quoi? C'est sur le mois de mai, Justine, que tu as... Mois d'avril. Non, mois de mai, non? Non, mois d'avril. Mois d'avril. Ça passe déjà le temps. Ah ouais, t'as raison, Alex, c'était 22, t'as raison. Tu vois? Ouais, non, ils sont 6 si t'aurais battu le record. Je crois que c'était 6 sur la dernière partie ou un truc comme ça. C'était colossal. Mais en tout cas, oui, l'augmentation cette année est incroyable. Donc, Justine, toujours avec nous, comme d'habitude. Et en DM aussi, des gens lui disent qu'ils la croisent dans le bus et ils n'osent pas venir lui dire bonjour. Tu vois? Des membres de la communauté de Jab Live. Tu vas baptiser tous les problèmes, Alex. C'est terrible. Donc, osez venir dire bonjour à Justine, qui ne mord pas. Si vous êtes respectueux, faites tout ce que vous voulez, osez. Exactement. Mais dans le respect. Toujours du respect. Mais dis pas ça, le truc après, je vais recevoir des trucs chelous. Dans le respect, ça veut dire plein de choses. C'est dans le respect. On est dans le respect. Comme d'habitude, abonnez-vous. YouTube, Instagram, tous nos réseaux sociaux. Faites grandir cette communauté, avancer ce bousin, activez la cloche pour nos vidéos aussi, pour pouvoir faire bouger l'algorithme au mieux. Quand Alexandre Arvin est dans la nouvelle salle, je pense semaine pro, on peut faire la petite vidéo. La nouvelle salle arrive. Donc dès qu'elle est là, vous m'aurez dans cette nouvelle salle. Et on va commencer à non seulement faire des vidéos pour présenter cette salle, mais au plus vite faire des émissions depuis la nouvelle salle, avec vue sur la superbe cage UFC que j'ai vue. Elle est installée déjà. Ouais. Taille UFC. C'est un bel écrin que tu vas avoir pour tes équipes. C'est un bel outil. Exactement. Du bel ouvrage. D'avoir ça dans ta salle, c'est vraiment impressionnant. Parce que tu sais, elle est surélevée. Je dis pas que c'est... Moi, j'ai voulu faire vraiment le plancher pour qu'ils aient vraiment les sensations. Et c'est extrêmement impressionnant d'avoir ça dans la salle. Quand je suis venu la voir installée, après je suis venu à l'entraînement de voir, mais c'est hyper impressionnant. Parce qu'elle est vraiment massive. Elle prend une énorme partie de la pièce des pros. Et avec cet escalier devant, quand tu arrives dans la salle, là, c'est quelque chose. Ouais, non, c'est cool. Le Boxing Squad a un très bel outil pour travailler dans quelques semaines. Enfin, dans quelques jours même. Ouais, je pense qu'on devrait pouvoir ouvrir au 15 juin.
Voilà, on va démarrer la com. là. On est bien puisqu'on est le 3. Oui, on est le 3 juin au moment où on enregistre. Donc ça arrive fort, le nouveau Boxing Squad, tout près de l'ancien d'ailleurs, pour ceux Oui, qui c'est connaissent ça. Nice, pas loin du stade de l'Alliance Riviera. Les abonnements, je vous ai dit, jab-iq.com, notre Fantasy League, c'est toujours ouvert bien sûr. Vous pouvez continuer à faire vos pronos pour l'UFC Fight Night de ce week-end avec Fares Ziam. Notre preview, elle est dans le Aldric Enerby de lundi bien entendu, et gagner le pack Metal Box qui est remis en jeu pour le mois de juin. J'ai toujours pas notre vainqueur du mois de mai, il faut que je règle, je vous avais dit. Ah, c'est pas réglé le. Non, mais j'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais le faire cette semaine avant la fin de la Ah, c'est à semaine. toi de régler le problème. Non, enfin c'est à moi de dire au mec qui s'occupe de ça Ah, que ok. le calcul a été mal fait parce qu'on a pris avril, donc il faut qu'il me redonne le bon calcul de mai. Mais j'ai pas eu le temps de le faire. En tout cas, j'ai regardé, moi, les j'étais mecs, occupé. putain, je sais pas s'ils font de la proba ou quoi, mais les mecs, les méthodes et tout, ils sont forts. hein. Ouais, ouais, il y a des- Franchement, il y a on a des une mecs commu, on a une commu. Il y a des mecs très très forts, je suis d'accord. Et je suis toujours 9e du classement all-time. Ouais, tu Je, tiens. je ne perds pas le top 10. Je vais au moins essayer de rester dans le top 10 le Sur plus longtemps 4000 possible. joueurs, hein, c'est ça. Oui, peut-être un peu plus même. Peut-être proche de 5000 peut-être, je sais plus le compte exact. Incroyable. Après, pour être bien dans le classement all-time, il faut avoir joué toutes les semaines. Parce que si t'en oublies une déjà ou des trucs, tu vois, tu peux baisser. Donc, je pense que tous les participants n'ont pas joué à toutes les semaines. Il y en a qui ont commencé plus tard et tout. Enfin, voilà, donc c'est pas tout le monde qui est au même niveau d'implication, on va dire. En tout cas, c'est toujours ouvert. jab-iq.com est notre partenaire pour cette émission Aldric, comme très souvent. Yam Nutrition, les produits sont sur la table, sont derrière. Le Virilis est dans le coin. Je crois que c'était moi qui l'avais. Maximiser la congestion des hommes. Je m'en lasserai jamais de celle-là. Le Alpha X pour la conjection. Le Alexandre Vinet Virilis. sous Alpha X. Le Virilis dont on a fait une star, vraiment, le Virilis et tous les autres produits. C'est disponible sur leur site pour vous accompagner, pour optimiser vos performances, améliorer la récupération, moins 15% sur l'ensemble du site avec le code JAB15. Commentaire épinglé, description pour toutes les détails de tout ça et profiter de ces bons produits Yam Nutrition qu'on remercie de nous accompagner. Aldric, le top 10 des plus grandes victoires françaises. D'abord un peu d'actu quand même, ce qui est tombé depuis le Aldric Enerby de lundi, ces derniers jours comme d'habitude maintenant, dans notre émission du jeudi. Première annonce qui va me faire passer un mini coup de gueule. Ah. Donc, le 3 juillet, à l'Adidas Arena de Paris, Arès numéro 42, on vous a fait la preview du 41 qui est ce week-end à l'Adidas Arena de Paris également. Retour de Jordan Zebo, le champion des welter, qui affronte André Filiao, portugais, ancien combattant UFC. Un dur au mal. hein. Oui. Moi, je le connais depuis sa période UAE Warrior. Alex, c'est un bûcheron. hein. Qui vient de Kill Cliff, qui s'entraîne à Kill Cliff en Floride. C'est un combattant très sérieux, 17-9 en carrière. Bon, il est à 2-5 à l'UFC. Ces 2 victoires, c'est des performances of the night, donc il a laissé des highlights. Ses combats, c'est des boucheries. Et ouais, c'était des KO round 1 à chaque fois. Bon là, il est à 4-1 au Bellator également. Donc c'est quelqu'un qui a bourlingué un peu. Il a fait du PFL et l'FA aussi. 1-5, une victoire, 5 défaites sur ses 6 derniers combats. Donc il n'est pas dans sa meilleure période. Mais les défaites, elles sont déjà toutes par KO. T'as notamment Muslim Salikov, Joachim Buckley, Jake Matthews, Tim Means. Donc il y a des bons combattants UFC devant qui il est tombé. En tout cas, voilà, c'est un combattant solide, comme tu dis, qui vient d'être champion à l'Ice Cage Fighting, c'est en Finlande. C'était le 16 mai, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il a remporté la ceinture de cette orga finlandaise en moins de 84. Donc là, ce sera pour les moins de 77, mais c'est 84 en Finlande où il a remporté cette ceinture. Donc ce sera l'adversaire de Jordan Zebo. Mon coup de gueule, il est simple. Aldric, ce week-end, Je rigole, mais. on a Dassouyev contre Souma pour la ceinture intérimaire. En fait, je comprends totalement l'idée que Jordan Zebo veuille, d'ailleurs sur Twitter, il a mis « Je combats contre un ancien combattant UFC, actuellement 32 ans, champion du Ice Fighting ». Je vois l'idée qu'il veut mettre un UFC vet sur son CV, notamment pour, possiblement, s'il y a une place qui se libère au Dana White Contender Series en short notice, ou un short notice pour l'UFC, que ce soit à Paris ou ailleurs. Je comprends cette idée. D'ailleurs, voilà, ça c'est la question que je veux poser au manager, mais c'est important par rapport à l'UFC dans un CV d'avoir un UFC vet. Ça compte vraiment, ça ? Disons que avant, il y a quelques années, c'était vraiment la formule magique. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain record, tu étais adoubé par l'UFC vet. Aujourd'hui, très honnêtement, c'est des choses, surtout pour les Américains qui ont la chance de pouvoir le short notice et qui n'ont pas besoin de passer par un visa, c'est très rare. Maintenant, quand le matchmaker fait un peu le difficile, parce que malheureusement ça arrive, Jordan, il a quand même pas mal de décisions, mais c'est pas le chaos éclair. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, l'UFC, ils ont la recette magique, ils veulent des strikers. Tu mets un coup de genou sauté, tu as un record décent, il va te choisir, parce que c'est ce qu'on leur demande. Et ils ont du mal, notamment sur les Européens, on en souffre plus. Je trouve que
certains, soit des mecs du pays de l'Est qui sont un peu boostés par l'Orient en général et Riyad Saison et toute cette communauté, soit les Américains où ils en ont strictement rien à fiche parce qu'ils prennent un short notice en dernière minute, du moment que tu as le topologie à peu près cohérent, ils te prennent. Nous, sur les Européens qui signent, ils sont un petit peu exigeants et sur un matchmaker hésitant, tu tapes Fiao. Ouais, ça peut crédibiliser vraiment. Tu as des références. Ouais. Tu vois que c'est un mec qui a des Ouais. références. Donc, j'entends cette idée. J'entends même l'idée de se dire Jordan voulait peut-être juillet, tu vois, et Ares voulait pour juin une autre ceinture, tu vois, pour avoir 2 ceintures sur la carte. Bah, c'est plus vendeur. Mais Je donc, te propose quand même un truc sur ton coup de gueule. Est-ce que c'est pas aussi un respect sur Dassouyev? Parce que tu signes un mec quand même qui a un gros record amateur, tu signes un mec qui a un gros record pro, qui a été au LFA, qui a été dans plein de grosses orgas. Est-ce que c'est pas aussi un respect de se dire, OK, bah, on te met, mais on te met pour l'intérimaire? Peut-être que Jordan ne voulait pas ce combat tout de suite. il Et voulait du peut-être coup, juillet, l'autre voulait juillet. Enfin, ça, on n'en sait pas, j'ai pas assez d'infos là-dessus. Mais mon coup de gueule, vous l'avez compris, il est sur l'idée de t'as une ceinture intérimaire et un mois plus tard, t'as la ceinture du vrai champion. Donc samedi soir, quand Dassouyev et Souma monteront dans la cage et qu'on va dire pour la ceinture intérimaire, on sait que le champion combattra un mois plus tard. C'est ridicule. Tu vois, dans la façon dont doit fonctionner une intérimaire, c'est ridicule. Et une fois qu'il y aura le vainqueur entre Dassouyev et Souma, il va être champion intérimaire et ce sera donc pas lui qui affrontera le champion dans le prochain combat du champion. ouais, après, J'ai moi, assez mon critiqué avis- l'UFC par exemple sur John Jones avec Oui, oui. Aspinall à l'époque pour pas dire ça, je trouve ça Moi, n'importe mon quoi. avis, c'est qu'en fait, si Jordan gagne, il taille. Donc qu'ils auraient des infos là-dessus. Ah oui, Bah je pense que quoi qu'il arrive, après la perf de Fio, ça va partir. Soit l'UFC dit OK, vas-y, Paris, on le met, soit tu vas aller au PFL. Mais je pense que sa période, moi, je pense que comment on appelle ça, l'arc Arès est terminé pour Jordan. Mais alors, Voilà, attention, aucune info. Non, c'est du mon feeling. avis. Hein. mais alors si c'était Après, ça, mon feeling, il est pas trop mauvais en ce moment. En On ce va moment, développer après avec Exa, mais tout à fait, il est très le bon. feeling, même. il est pas très. Moi, je pense que l'arc Arès pour Jordan est terminé. Bah alors et dans ce que, cas-là, il laisse Alvi. Après, encore une fois, zéro manque de respect pour Souma. Je le trouve très intéressant en interview et très spectaculaire en striking, mais Dassouyev, c'est quelque chose. Hein. Et je pense que lui, il fait son dernier bail à Arès et puis s'en va à Jordan. Et d'ailleurs, on a eu des infos, parce que beaucoup de gens en ont parlé. Il y a des gens qui avaient été contactés pour trouver un UFC vet pour Jordan depuis quelques temps déjà. Donc c'était une recherche, vraiment, ils voulaient un UFC vet pour Jordan. Donc, est-ce que c'est pour lui permettre de se libérer, comme tu dis? J'en sais rien, je sais pas. Mais si c'est son dernier combat, moi je vais être clair aussi, j'aurais préféré... Il s'étouffe, moi, Alex. Ouais, je m'étouffe totalement. J'aurais préféré Dassouyev. J'aurais préféré Dassouyev. Qui n'est pas UFC vet et qui est Non. peut-être plus fort que lui. Non, mais attends, après, il y a quand même. Ça m'aurait il faut- plus éclaté de voir ce combat que Alex, Filao. Est-ce que Jordan est jeune? Jordan est très jeune. Alvi Dassouyev, c'est un gros problème. Franchement, je le souhaite à personne, Dassouyev. C'est un énorme problème. Franchement, c'est un extraterrestre. Déjà, moi qui en ce moment fais un tout petit peu de chantier, je pense beaucoup à ça. Je me dis, mais comment tu fais quand tu bosses sur un chantier pour aller t'entraîner le soir? Et concernant Dassouyev, il bosse toute l'année sur un chantier. Je veux dire, ce mec-là, c'est un extraterrestre. Vraiment. On n'est pas copains, on se connaît pas. Je crois qu'il parle même pas français d'ailleurs. Mais je te jure que ce mec-là est un extraterrestre, Alex. Donc, en fait, t'es une boîte de management qui est en ce moment d'ailleurs, c'est Management Factory qui est toujours sur Jordan. Tu lui mets Dassouyev à 25 ans. Ah, mais le risque Non, mais je te dis, mais Alex, pourquoi on fait ça en fait? est beaucoup plus grand, je Mais pense, pourquoi que face Il a à même pas fait Fiao. l'UFC. Il a même pas fait l'UFC, Dassouyev. Pourquoi tu vas... en plus, vis-à-vis d'un matchmaker qui ne le connaît pas, imagine le matchmaker de l'UFC. En l'occurrence, pour la catégorie de Jordan, c'est Sean Shelby. Imagine, il le connaît pas. Mais je pense qu'il le connaît pas. Donc il va taper Tapologie, s'il voit Dassouyev ou Fiao, le mec qui a le plus Quand de tu références sais le à nombre ses de yeux, guerres oui. parce que t'éteins. Le problème après, c'est que il y a double challenge pour Jordan. Faut pas le battre, faut l'éteindre. Si possible, de façon spectaculaire. Et là, je pense que si Jordan fait ça, on parle même pas de Dana White Contenders, qui à mon avis va être décalé. J'ai reçu pas mal de messages. Ouais, mais l'année dernière, ils avaient annoncé les premières signatures en mai. Oui, les gars, vous avez raison. Et là, c'est décalé. Il y a aucune signature officielle de l'UFC pour le moment. Pourtant, ce que j'avais lu, c'est que c'était la même date même que ça recommençait. Pour le Enfin, moment, un jour près, quoi. Moi, en je août. pense que pour le moment, ou alors peut-être qu'ils vont faire ça
d'une façon, mais pour l'instant, il n'y a personne. Moi, j'ai contacté, il y a beaucoup de rumeurs, il y a pas mal de managers avec qui je suis en contact, et pour le moment, il y a des accords de principe, mais il n'y a aucun contrat qui a été envoyé. Non, et j'entends vraiment ce qu'ils veulent faire. J'aurais préféré Dasuyev, c'est plus cool, mais t'as raison, par rapport à un matchmaker UFC, t'as plus de références avec Fiao pour tenter de placer ton gars. Jordan, il est quand même en construction de carrière encore. Je il y a comprends un l'idée. objectif, quoi. Ouais, je comprends totalement l'idée. Et même vis-à-vis du... Si c'est pas l'UFC, même si on sait que Jordan, il est très focus sur l'UFC, si c'est une autre orga, c'est plus crédible en allant taper ce mec-là, même si Alvi, c'est très fort. Et pour moi, c'est plus fort que Fiao. On verra, et Alvi a aussi un gros avenir, je pense. Ouais, bah après, t'imagines, il fait cet intérimaire, Jordan s'en va. Donc derrière, s'il a gagné l'intérimaire, il devient champion. Ouais. Oui. Et puis, il la défend. Et derrière ça, il a sa carrière qui est projetée aussi. Moi, je te comprends très bien. Tu as raison sur le principe. Mais d'un point de vue logique, c'est pas déconnant ce qui se passe. Tu vois, tout ce qui se passe dans le truc, je comprends ça. Mais c'est vrai que mon coup de gueule était... Mais sur la boxe, je l'ai souvent aussi, où ils font des intérimaires qui sont ridicules. Très souvent en boxe, tu sais que c'est un sport que j'aime vraiment beaucoup. Et là je la trouve... tu vois, dans le timing, c'est bête, quoi. Non, mais idéalement, bien sûr que tout le monde a envie de sortir le popcorn et de regarder Zebo Dasuyev, la revanche. Pour la ceinture, et qu'il n'y ait pas revanche, en plus, t'imagines. Et puis qu'il n'y ait pas d'intérim, quoi, tu vois. Sauf qu'en fait, moi, je comprends très bien le management factory. Et... Je pense que pour faire avancer les deux carrières, c'est mieux comme ça. Et après, pour les popcorn, t'as raison. Et tu l'avais dit, hein, moi, on connaît assez de Jordan pour savoir que Jordan, il refuse aucun défi. Ouais, non, mais... Donc ça, je pense, c'est de la construction de carrière, des gens qui gèrent la carrière de Jordan. Moi, je pense qu'il y a la patte derrière du manager, et j'aime bien. Je trouve ça pas déconnant, moi. En tout cas, voilà, on a fait le retour de Jordan Zebo le 3 juillet. Il y a du transfert chez EXA aussi. Exactement. C'est sur les actus des orgas françaises. Déjà, quand on a fait nos cartes à Ares Hexagone, tu sais que moi, sur la mienne, j'avais mis, tu te rappelles, Varela, Tourpal, Younoussov. Eh ben, on peut peut-être l'avoir, en fait, puisque Tourpal Younoussov rentre dans le roster d'Hexagone MMA. Il passe de Ares à Hexagone. Alors, j'ai eu des discussions avec Jérôme Pourru, patron d'Hexagone aussi, qui me disait bien de préciser les deux orgas. Il me disait, je vois que vous êtes amusé avec votre fantasme Ares Hexagone, mais c'est pas dans les plans. Et les deux orgas restent totalement indépendantes, malgré qu'elles soient sous l'égide de Slam, les deux. Donc, il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de truc. Chaque orga fait son recrutement, fait ses trucs, et continue de vivre indépendamment l'une de l'autre. Est-ce que, tu vois, à terme, ça facilitera sans doute les choses. C'est plus facile quand tu as le même patron. Mais en tout cas, voilà, Jérôme me dit bien, c'est totalement indépendant dans le fonctionnement. Donc là, c'est une très bonne précision, c'est bien, c'est important. Ils ont pu récupérer Tourpal Younoussov, donc quand même, qui est voilà, un combattant qu'on aime bien chez les moins de 70, 5-1 en carrière. Il a été longtemps blessé, mais il est de retour depuis quelques temps. Écoute, c'est un beau roster, les moins de 70 à Hexagone. On en a parlé avec le tournoi. Là, ça te fait une addition en plus qui peut te faire des beaux combats avec plein de gens. Ouais, et je trouve... c'est vrai que là où il fallait le plus combler, c'était plutôt à 77. Mais à 70, c'est intéressant. Il y a un tournoi qui se termine, mais le champion, il faut qu'il défende une fois ou deux. On va partir du principe, comme ça a toujours existé, que Hexagone, c'est la plateforme aussi pour le très haut niveau. On a vu Mathieu Leto Duclos aller au Dana White, on a vu... Il y a des passerelles d'Hexagone. La petite qui avait battu Laetitia Blo aussi, elle est partie à l'UFC. Oui, je me souviens, j'ai pas le nom, Karakakidze ou un truc Exactement. Comme ça. Ouais. C'est une plateforme. Donc, demain matin, tu as un Théo Ulrich qui va gagner le tournoi. C'est pas que je veux rabaisser Davy Gallon, mais à 38 ans, je pense que l'UFC ne fera pas forcément ce choix-là. Même si on a vu 35, 36 pour certains, je pense que ce sera un peu plus difficile pour Davy. Mais tu as un des champions qui part à l'UFC, il faut défendre la ceinture une fois ou deux quand même. Donc, l'ajout de Tourpal qui est très important. Et si on prend aussi le fait que peut-être que c'est son copain, Jiri, qui va avoir la ceinture à 70, donc il a peut-être pas envie d'affronter quelqu'un de la même communauté que lui. On sait que c'est difficile. Donc, l'idée, pareil, c'est pas déconnant, ça. Totalement. Et en tout cas, à l'arrivée du Younoussov, ouais, très cool. Théo Ulrich, tu disais, Gallon, Varela. Il y en a plein. Il y a beaucoup de beaux match-up à faire chez ces 70 d'Hexagone. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Tourpal chez Hexagone. Damien Lapillus qui va se rentrer dans la danse avec son arrivée. Eren Agbo qui l'affronte. Ça chauffe bien entre les deux. On fera la preview lundi prochain. Ça chauffe. Ça monte un peu dans les tours entre les deux. En tout cas, ils ont hypé le combat. C'est-à-dire qu'un combat qu'on savait même pas qu'il y avait ce combat il y a 10 jours. Et maintenant, il y a plein de gens qui veulent voir ce combat. C'est ça. Après, moi,
pas trop envie. C'est pas mon rôle de rentrer dans ce genre de débat. Que le meilleur gagne. Non, exactement. Ce sera, on rappelle, le 12 juin à la LDLC Arena de Lyon avec Paul Dena Hanser en main event. Et ils ont déjà, Hexagone a confirmé, ils ont vendu 12 000 places. Record pour une orga française sur notre territoire depuis la légalisation du MMA. Donc ça va être un très beau spectacle à la LDLC Arena qui avait accueilli le PFL en décembre dernier. On se souvient. Toujours chez Hexagone, t'avais le nez, en effet, quand on a parlé de tout ça lundi, je crois. Quand on parlait de Wally et de ses possibles adversaires, puisque c'est là où on a parlé de possibles, s'il lui mettait des mecs d'Arès, parce que ça manque de monde chez Hexagone à 77, on a trouvé peut-être un possible, en tout cas, challenger, puisque on peut vous annoncer en exclu, ça m'a été confirmé, Jason Poney arrive chez Hexagone, dont tu avais parlé. Donc il a fait un combat à Arès, il était agent libre, donc c'est pas une passerelle ou un échange ou un transfuge. Hexagone a réussi à le signer, donc il arrive dans ce roster des moins de 77. Moi, je suis très fan de Jason, il le sait, je lui envoie des messages et tout, j'aime bien ce qu'il fait. Et il peut faire les 2 KT pareil, ça peut être 70, 77. C'est un adversaire cool pour Wally. Ouais, moi, j'aime bien. Ouais. Et là, par contre, c'est le très haut niveau. Donc Rien, pas d'insulte envers Romain Debienne, pas du tout, hein, mais c'est en termes de striking, c'est exceptionnel. Ouais, donc c'est un nouveau test, encore une petite marche en plus. Pour moi, c'est un petit peu. Pour en tout cas, en termes d'adversaire et de niveau de striking, on est encore un step up au-dessus. Donc, arrivé. Après, c'est pas le même âge non plus que Romain. Romain, il va progresser encore. Debienne, il a que 29 ans. Hein. Parce que des fois, ouais, c'est un vet. Non. C'est un vétéran d'organisation, mais il a 29 ans, Debienne. Là, on parle d'un mec qui a 37, je crois, si je dis pas de bêtises. Qui a fait beaucoup. Grosse expérience, beaucoup de combats. En tout cas, voilà, on vous le confirme, on peut vous l'annoncer. Signature de Jason Poney chez Hexagone. Et Hexagone qui a aussi annoncé, puisqu'on en parlait dans nos Fantasy Cards, la défense de titre d'Adama Diop. Ce sera au Théâtre Antique d'Orange, vous savez, cet écrin majestueux où Hexagone va tous les mois d'août. Donc là, ce sera le 7 août cette année. Et un des combats, donc, à Adama Diop qui défend contre Anthony Morel. Une revanche d'ailleurs, puisqu'à l'époque, Anthony Morel avait battu Adama Diop. Il frappe fort, Morel. Hein, ouais, ça va être un gros combat, hein, ça va s'envoyer. C'est un sacré poids lourd aussi. La ceinture des poids lourds de l'Hexagone sera donc en jeu. Ils vont casser la cage, Alexandre Armin. Ouais, dans ce décor de gladiateur. J'y serai cette année aussi, je peux pas encore dire... Avec qui ? Avec qui, comment, pourquoi, mais j'y serai encore cette année. En tout cas, ça bouge beaucoup. Je trouve qu'Hexagone fait beaucoup de belles choses en ce moment. Ouais, mais après, regarde, même là, on va... Arès Hexagone, ça bouge bien, je trouve. C'est intéressant. On a de la chance en France. Ok, Fillao, c'est plutôt... Pas sur la fin, mais c'est des mecs qui font des guerres, donc à 32 ans, il est plus dans son prime. Là, non. Tu vois, c'est bien ce que tu m'as dit, tu me l'as rappelé lundi, l'âge Fight Matrix. Fillao, avec les guerres qu'il a fait, il devrait y avoir, tu sais, quand tu calcules l'âge Fight Matrix, il ne devrait pas se focus que sur le nombre de combats, aussi sur le nombre de guerres. Et le nombre, là, il vient, quand je te dis, sur ses 5 défaites sur les 6 derniers combats, il a pris 5 KO. Donc ça te marque aussi, non, oui. Tu vois. Il est plus dans son prime, mais ça reste un mec très dangereux, qui a des mains en fer. Et de faire venir ce genre de mec sur une orga française, c'est des bons moves. Dassouyev, c'est un super move. Je veux dire, non, c'est du bon travail. En ce moment, je trouve que les orgas françaises, c'est du bon travail. On a eu des news de Morgan Charrière, qui est parti au Brésil. Il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux après sa défaite de décembre, on rappelle, Côte Costa, se ressourcer un peu, voilà, repartir au charbon, retrouver un peu le goût de ce travail qu'il avait un peu plus au début de carrière, enfin pas qu'il travaillait plus, mais tu vois, aller se mettre un peu en danger en allant au Brésil, et qu'annonce UFC Paris, on a du boulot tout droit, qui confirme qu'il vise un retour à l'UFC Paris. On est le 3 juin, Aldric. Moi j'avais une question, ça me permettait d'ouvrir sur une question. On doit s'inquiéter qu'il y ait zéro annonce ou rien du tout sur l'UFC Paris, là ? Non, parce que les premières années, ils avaient besoin de hyper un peu, de tester. Là, ils savent qu'ils sont sold out tous les ans. Moi, d'ailleurs, très honnêtement, là, ça match en ce moment. En ce moment, les matchmakers de l'UFC, ils discutent pour route, Alex. Donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je pense qu'au moment où on se parle, Sean Shelby, Mick Ménard et Hunter Campbell, ils sont en train de penser au main event. Ça, c'est une certitude. Donc, là, le management concerné par le main event, et ce n'est pas moi, en tout cas, ils ont une idée, déjà maintenant, parce que là, en fait, les cartes, elles se construisent comme ça. C'est comme nous quand on fait les reviews. Tu pars du sommet et ensuite tu regardes. Donc là, ils sont en train de réfléchir au main event maintenant. Et je pense qu'ils vont attaquer la carte septembre, à mon avis, après la Maison-Blanche. Voilà. Je pense qu'après la Maison-Blanche, le premier sujet de travail, c'est Paris et
Mexique. Oui, puisque la noche traditionnelle du mois de septembre aussi n'a pas été annoncée non plus. Donc Voilà. tu voyais ma question, le sous-entendu, c'était comme on sait qu'on n'aura sans doute pas Manon, on n'aura pas Cyril, on n'aura pas Benoît sur ce UFC Paris. Est-ce qu'on pouvait avoir une mauvaise surprise où ils disent finalement on vient pas? Non, je pense pas, Alex. Je pense qu'ils vont le faire parce que c'est une date régulière, parce que mine de rien, et je pense que c'était quoi la dernière fois 7 millions la billetterie 4 millions à deuxième année, et 7 millions ou 6 non, millions à ils deuxième. n'ont pas été comme ça. jusque-là, mais ils sont autour des 4 millions à chaque fois. Enfin, Elle est pas mauvaise après, l'histoire. ils ont le record pour un événement Tu vois, d'une journée à Bercy. elle est pas mal l'histoire à chaque fois. Donc Ah. c'est institutionnel. L'abonnement des Fight Pass se passe bien en Le France. public est chaud, bouillant. Et puis même, on est quand même un des meilleurs pays d'Europe sur le Fight Pass, ce genre de choses quand même. Donc non, je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Mais voilà, ils ont de la data, ils savent que ça marche. Je pense qu'ils bossent sur son main event et que ça va commencer à s'annoncer. Après la Maison Blanche, on devrait y voir un peu plus clair pour tout le monde. Oui, et puis Fares qui va combattre ce week-end est un des mecs possibles pour un gros combat aussi après s'il s'impose contre Tom Nolan. Donc ça fait sens. Je pense que Fares est un main event potentiel. Voilà, ouais. Ou Younes. Pas contre Prates, hein. Mais je pense que Younes, il doit avoir été contacté. Je pense qu'il sait des choses, notre ami Yous. Parce que moi, je pense que Nassourdine est... Surtout que là, j'ai entendu vraiment des rumeurs importantes de Dricus et d'Ousmane. Et ça nous laisse qui pour Nassour? Fluffy, c'est qu'en vrai. Alors, il sort d'une défaite, c'est moins clinquant, mais... Je sais pas, mais en tout cas, je pense que Younes doit être au courant de quelque chose, le Yous. Mais ou effectivement Fares main event potentiel, ouais. Et je le vois comme ça. Et on me l'avait posé en DM aussi la question sur ça, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Donc c'était bien, je trouvais, de faire une petite aparté là-dessus. La Noche n'a pas été annoncée de septembre, le pay-per-view d'août a été annoncé à Philadelphie, pas celui de septembre non plus. Donc pas d'inquiétude dans le sens où il y a rien en septembre qui a été annoncé pour l'instant. Ils sont très Maison Blanche. Ils sont très à la bourre quand même. Non mais ils sont très Maison Blanche. Tant que la Maison Blanche n'est pas... Moi, en tout cas, les insights que j'ai, c'est Maison Blanche, on les embêtera après. Voilà, et au-delà, le matchmaking est fait pour la Maison Blanche, mais toute l'organisation de cet événement doit être un tel bordel qu'ils doivent être très 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 focus là-dessus, en effet, et après le 14 juin, ça devrait se libérer à plein de niveaux. D'ailleurs, à propos de Maison Blanche, Alex, j'ai rien à voir, hein, mais j'ai vu des images de Hawkit quand il est en NFL. C'est un athlète de fou, hein, quand même. Ouais, bah oui. Avec un micro, il est détestable, mais quel athlète bon sang. Tu viens pas de la NFL pour rien. Hein. Wow. Ouais. Alex, c'est un athlète de ouf sur les reprises d'appui et tout. La vidéo, elle était monstrueuse. En termes de prépa physique et de capacité athlétique, Josh Hawkins, c'est quelque chose. Ouais, chez les poids lourds en MMA, ça fait du dégât, ce genre d'athlète-là. On est au mois de juin, justement. Quelques petits chiffres pour qu'on... Ça complète des chiffres que je t'avais dit lundi sur tout ça. Tu sais avant ce week-end, donc on est début juin, il y a 64 combattants qui sont dans les top 15 UFC qui n'ont toujours pas combattu en 2026. 64, dont 7 champions et 7 numéro 1. C'est quand même délirant en fait, en soi. Alors les champions, tu nous as expliqué aussi avec tous les nouveaux contrats, le fait qu'il n'y ait plus de pay-per-view. Mais waouh, c'est compliqué. Hein. C'est énorme. 64 personnes des top 15 qui n'ont pas combattu en 2026. Moi, je pense que faut que ça bouge là. Il y a certaines renégos qui sont très compliquées aussi. Faut que ça bouge, tu vois, parce que on a besoin de voir les meilleurs combattants combattre, quoi, tu vois, tout simplement. Et autre chiffre qui est tombé, qui était marrant, après le 1-5 des Chinois à Macao, je crois que c'est Andrew Feldman sur les réseaux qui a sorti ça et qui a compilé, peut-être que je me trompe sur qui l'a sorti, le classement des nations cette année à l'UFC. Enfin, combien de combats par nation, tout ça, c'est intéressant ça. Il y en a 61 nations différentes qui ont combattu cette année à l'UFC jusque-là, jusqu'à l'événement de ce week-end, donc pas avec l'événement de ce week-end compris, jusqu'à l'UFC Macao inclus. C'est là que ça va être, il y a un chiffre qui fait mal. Sur les 21 premiers pays du classement, donc qui ont tous au moins 3 combats, ces 21 premiers ont tous au moins 3 combats cette année, c'est qui le pire bilan en pourcentage ? C'est la France. Je vais te dire, c'est nous, je crois. Hein. Ouais, c'est la France, 20%. Il y a personne qui a... Le pire après, c'est 25%. Donc après, on n'a pas eu... On a moins... Il y a 5 combats. Voilà. Il y a 5 combats. Mais il va falloir nous rattraper tout ça. Cyril, Benoît, vous êtes en mission. J'ai envie de te dire, Alex, le niveau, il monte. Les combats, ils sont plus durs. Les match-ups sont moins faciles. Et peut-être qu'on se reparle dans 3-4 mois. Je te dis, Cyril, Benoît, Manon, peut-être Nassour s'y revient à Paris, et puis on a un autre bilan, tu vois, ou d'autres à Paris aussi. Fares ce week-end déjà qui peut augmenter le bilan. Fares, j'ai pas vu les cotes, mais il est favori quand même. Oui, mais normalement il va réaugmenter ce bilan. Enfin, j'espère bien, tu vois. Mais
Pour l'instant, on est le pire bilan de tout ça. Et ces chiffres-là, ils sont intéressants parce que ça confirme ce qu'on a dit souvent quand même. Faut jamais oublier, c'est une orga mondiale qui va dans plein de pays aujourd'hui et qui signe des gens pour certains marchés ou parce qu'ils sont des bons combattants aussi. Mais ça reste une orga américano-brésilienne, l'UFC Aldric. Premier pays au bilan du nombre de combats, États-Unis, 148 combats depuis le début de l'année. Deuxième, Brésil, 81 combats. Les deux ont moins de 50% de victoire d'ailleurs, 48 et 43. Le troisième, c'est l'Australie avec 25 combats. Donc il y a 60 combats de différence entre le troisième et le deuxième. C'est fou l'Australie quand même. Bah parce qu'ils ont eu 2 events, le numéroté et celui de mai. Oui, c'était en février le numéroté. Ouais, c'est vrai. Donc d'ailleurs, tu vois que le classement en fait, il est vachement par rapport à qui a eu des événements depuis le début d'année. Mais c'est une orga américano-brésilienne, il faut jamais l'oublier. La création vient de là et c'est toujours le cas aujourd'hui. Après, même l'Australie, je pense que c'est un marché en termes de broadcasting qui pèse. J'ai pas les chiffres quand je te dis ça, mais je pense que ça pèse quand même pas mal sur le broadcast. Bah, tu vois, la suite du classement, parce que l'Australie est troisième avec 25 combats. Le quatrième, c'est l'Angleterre avec 19. Il y a eu l'UFC Londres. Le cinquième, c'est la Russie, 15. Donc eux, ils n'ont pas eu d'événement. Je pense qu'ils en auront jamais. Voilà. Si, quand même, il parlait un truc peut-être de faire un jour au Kyrgyzstan. Ah oui. Via Shevchenko, exactement. Mais donc la Russie, c'est parce qu'ils ont beaucoup de bons combattants aussi. Donc ils sont cinquième avec 15. Sixième, c'est la Chine avec 13. Ils ont eu un événement là à Macao. Le 7e. En fait, 13, c'est pas énorme parce qu'il y a quoi 12 événements sur une carte. Et il y en a combats, un hors. Et ça veut dire un hors Macao, quoi. C'est pas non plus. Un ou deux, ouais. C'est comme l'Australie, en fait. 2, ça fait 24. Un, ça veut dire un combat hors Australie. Ils avaient rempli vachement la carte. Chine, t'avais quand même 2-3 combats sans chinois. Ah oui, c'est vrai. Mais je fais un petit raccourci quand même. Mais ça en fait pas beaucoup en dehors. T'as raison, il y avait 1 ou 2 combats sans chinois et il y en avait 1 ou 2 avec un coréen, un japonais. T'as raison. 7e, c'est le Mexique, avec 13. Okay. Il y a eu un UFC Mexique en février, je crois, à Mexico. Et le 8e, c'est le Canada, où il y a eu Ottawa. Il y a eu Ottawa. Donc tu vois, c'est vraiment, tu vois, hormis États-Unis, Brésil, en fait, c'est les pays qui ont accueilli des UFC qui sont classés comme ça. Nous, on est 11e avec nos 5 combats. Et donc les 9e et 10e, c'est Pologne avec 9. Donc eux n'ont pas eu pour le coup d'event. Et Nouvelle-Zélande avec 7. Il y a eu 2 événements. Et les Polonais, ils ont un taux de victoire intéressant j'ai plus le taux de victoire. Je sais qu'ils ont 9 combats, mais j'ai plus je crois qu'il est négatif. Ouais, il est négatif. Il est négatif. Et Nouvelle-Zélande, donc 7, qui a eu, comme il y a eu des événements en Australie, tu peux caler des en général, des Néo-Zélandais. Okay. Mais c'est intéressant, tu vois, ces petits chiffres par nation. Un petit bilan presque à la mi-année de l'UFC. En annonce de combat, on a Steve Erceg qui revient contre Ramazan Temirov. C'est à Abu Dhabi, ça complète la carte où il y aura Axel Sola. Ça commence à être une belle carte. C'est une très très belle carte, Aldric. 25 juillet, on rappelle. On va se régaler. Puis Abu Dhabi, donc horaire européen. Ça nous arrange. Et toi, tu seras là-bas, bien sûr, avec Axel. Oui. Abu Dhabi aussi, Islam Doulatov qui revient contre Wellington Turman après presque 1 an sans combattre. Doulatov, on rappelle, gros prospect, 12-1, il a mis un KO au premier round pour ses débuts UFC. Bon, il affronte Turman qui est sur 3 défaites de suite et à 3-6 à l'UFC. Après, c'est que c'est son 2e combat à l'UFC, Doulatov. Oui, même si c'est un gros prospect qui nous a montré de très belles choses, bon, voilà, ils ont été plutôt conciliants, en tout cas. Très conciliants. C'est pas un gros. On voit qu'ils veulent le faire monter, quoi. Bah, tu t'attends, ça fait presque 1 an que tu l'as pas vu, donc tu savais pas qui il aurait pour son 2e combat. Et ouais, ils ont la marche, ils n'ont pas fait passer une marche, quoi. Pour l'instant, il reste, on continue d'engranger des victoires et des highlights. En tout cas, il sera sur cette carte qui, en effet, t'as raison, est très très belle. Le RAF, puisqu'on vous parle souvent, qui a annoncé le retour de Ben Askren. Ça fait plaisir. Contre Belal Mohamed. Quand on voit dans quel état il était quand il a été... Il est passé pas loin de la mort, Ben Askren. Oui. Ouais. Donc, je veux pas dire de bêtises, mais il était pas loin des 50 kilos, Alex. Il était à l'hôpital pendant longtemps et tout. Enfin, donc il est de retour. Ça fait très plaisir. Et d'ailleurs, il a dit qu'il n'en faisait qu'un seul, qu'après il reprenait sa retraite. Et c'est de la lutte, c'est pas du MMA. Il va pas prendre des coups dans la tête. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Ouais. Moi, je suis très content de voir ça parce que il a frôlé la mort. Lui, je pense qu'il était à 8 chances sur 10 de mourir. Ben Askren. Complètement. Donc, c'est un vrai plaisir de le revoir et de savoir qu'il va bien. Tu vois, qu'il va bien au point de pouvoir faire un combat de lutte libre contre donc Belal Mohamed 18 juillet à Milwaukee pour le RAF 11 qui continue, comme on disait, de bien bosser et de proposer des trucs intéressants. Le truc et l'ampleur que c'est en train de prendre, c'est colossal, le RAF. Et notre dernière actu, parce que ça suit quelque chose qu'on suit depuis quelques semaines, Aldric, on a eu des infos en inside. Le PFL étant pour parler, puisque je vous rappelle que le deal avec ESPN aux États-Unis s'arrête cette année, je vous l'avais déjà dit, avec Fox et Netflix. Ok. Là, ça devient intéressant, puisqu'on rappelle les idées de copromotion avec MVP, tout ça. Il y a vraiment quelque chose à créer. Tu as même quelque chose à créer à plusieurs strates, en fait, avec des événements coproduits avec MVP, tu vois, un peu les PLE, les événements
Premium Live Events de la WWE, les 12 événements. Oh, il vient de. C'est bizarre que tu me dises ça parce qu'ils viennent d'en faire un gros là à Turin. Ouais. Avec le catch, là, ils ont fait le catch en Italie, ça a fait un carnage. Alex. Ça peut être intéressant en fait d'avoir. Ils ont fait dimanche, lundi. Oui, mais de toute façon, ils ont fait un PLE le dimanche et ils ont fait le un Raw du Raw lundi. lundi. Ça a fait un carton en Italie. C'était énorme. Et d'ailleurs, en général, quand ils font ça, l'UFC vient quelques mois ou l'année d'après. Apparemment, là, l'UFC viendrait en 2027 en Italie, Alexandre Armini. Très bien, on attend ça impatiemment, puisqu'on sera pas loin, on est à Nice, donc ça fait plaisir. Mais en plus, c'est des events qui marchent bien, parce que là, t'imagines, il est classé, le PLE d'Italie. Je crois qu'il est dans les 7 meilleurs contenus de Netflix. Je ne sais plus s'ils l'ont classé en film ou en série. Je crois qu'ils l'ont classé en série, vu que c'était des PLE. Oui, c'est le truc MVP et MMA qui était bizarre parce qu'il l'avait mis en film, alors d'habitude, c'est série. En tout cas, ouais, tu vois, il y a vraiment un truc à construire, je pense, du côté. J'ai l'impression qu'il y a un public Netflix, en tout cas, qui est consommateur bien sûr. de sport. Et de... PFL MVP, tu fais des sortes de PLE sur, tu vois, des events, t'en fais peut-être pas 12 à l'année, mais tu vois, un certain nombre sur Netflix, et le reste, tu vends le reste de tes events annuels à Fox, voire sur YouTube, voire d'autres trucs. Tu vois, tu crées un truc un peu comme ça. Je trouve que ça peut être très intéressant. Et on avance de plus en plus vers cette collaboration, à mon avis, claire. Multi-organisation. Entre PFL, MVP, voire d'autres organisations. C'est avec le KS, par exemple, qui était aussi proche de l'MVP pour l'avenue de Salah. Très intéressant. Je vais continuer de suivre ces affaires-là, Aldric, et on en parlera régulièrement, parce que ça peut faire bouger les lignes dans le MMA mondial. On a fini les actus. On passe à notre top 10. Les plus grandes victoires de l'histoire du MMA français. Pourquoi on vous le fait ? On l'a dit dans l'intro, parce que Cyril va essayer d'aller en choper une très très grande contre Powhatan à la Maison Blanche. Donc c'était l'occasion de lister toutes ces grandes victoires qu'on a eues. Et il y en a plein, parce on va vous faire le top 10, mais il y aura aussi des mentions honorables que je vous ferai à la fin. Et il y en a plein, des belles victoires qu'on peut noter. Le MMA français, il a quand même une grande histoire, même si ça a été longtemps interdit sur notre sol. Puis ça nous permet, après le top 20 qu'on avait fait all-time du MMA français, de continuer à nourrir cette culture du MMA hexagonal et cette grande histoire qu'un jour on va raconter dans un livre, on vous l'a dit déjà. Ah oui. Mais ça m'a fait super plaisir de faire celui-là, parce que tu revois plein de trucs, quoi. J'ai revu des combats. D'ailleurs, on va vous mettre, puisqu'on n'a pas encore débuté le top 10, mais sachez, grâce à la magie de Justine, pour certains des combats qui sont un peu libres de droit, que je vais moi citer par exemple dans ma liste, je ne sais pas si tu en auras, parce que j'ai pas encore ta liste. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Non, on garde nos surprises, tu le sais. Ben, on mettra les images. Les combats UFC, on pourra pas, on n'a pas les droits. Mais là, quand on parlera de certains combats, Justine vous rajoutera les images du combat qu'on a chopé parfois sur Dailymotion ou d'autres trucs. Parfois, ça existe toujours, ça, Dailymotion ? Ça existe toujours. Il y a un des combats que j'ai, c'est sur la liste, je l'ai chopé que sur Dailymotion. Il y a des trucs filmés à la caméra, enfin voilà. Mais au moins, vous aurez des images de ces combats dont on va vous parler. Donc vous aurez ça derrière pendant tout ce top 10. Aldric, j'ai une précision à faire par rapport au top 20 all-time du MMA français. Où, tu sais, quand j'avais mis Anthony Reach, je vous avais dit qu'il avait le record de victoires et de combats dans l'histoire du MMA français avec 55. J'ai dit une bêtise, donc c'est bien de rectifier les bêtises. Delgara ? C'est Vincent Delgara. Pas le nombre de victoires, mais le nombre de combats, c'est Vincent Delgara qui en a 58, alors qu'Anthony Reich en a 55. Donc, hommage. Un enfant de la Belle de Mai, comme Bruno Suras et moi-même. Exactement, hommage. Vincent, dédicace à Vincent Delgara. Et puisque tu parles de Bruno, cette semaine, on enregistre un petit Bruno et Anerbi, le deuxième épisode de nos épisodes box. Il m'a dit qu'il allait pas tarder à venir. Il vient demain. Voilà. On se raconte nos trucs directement dans le podcast. Ouais, on a une discussion pour potes. Exactement, il vient demain. Et il pourra voir la personne avec qui il a partagé le ring de boxe, puisque Justine sera bien sûr là pour enregistrer cet épisode avec lui. Aldric. T'imagines, Justine, elle peut dire à ses copines, moi j'ai mis les gants avec Turas, il est pas mal. Ouais, il a un très bon job, il se déplace bien. Ouais, voilà, ça va, le niveau est correct. Tu vois, le niveau est correct. Top 10 des plus grandes victoires de l'histoire du MMA français. On vous rappelle qu'on a mis une personne qu'une seule fois. Donc chaque personne qui apparaît, elle ne réapparaîtra plus dans ce top. Qui tu as en numéro 10, Aldric ? Écoute, j'avais plusieurs choix et on parlera des accessites après, mais vu qu'il va combattre ce week-end, j'avais envie de mettre Fares. Ok, c'est pas un Frévola Prime, c'est un Frévola qui avait été mis en dehors du top 15 par Benoît BSD. Donc voilà. Donc Fares Diam, Matt Frévola me paraît être une très belle victoire, en sachant que à l'UFC Paris, donc comme je le disais, normalement ça aurait dû être un classement, si j'avais juste pris que les plus gros scores Fight Matrix, monopolisé essentiellement par Cyril et Nassour, et un petit peu Manon. Bon, voilà, j'avais envie de mettre... Parce qu'il y a le résultat, mais il y a quand même la manière. Techniquement, ce coup de genou avec la frame et la frame et le décalage est exceptionnel. T'étais où à ce moment-là? Parce que t'étais dans les tribunes. Ok, t'étais pas dans les vestiaires ou pas? Parce que je me souviens plus que t'avais sur cette... Je sais plus non, peut-être c'était vestiaire. Il y avait Kevin dans celui-là.
Est-ce que je crois que Kevin combattait après Fares. Ouais. Je crois que j'étais peut-être Peut-être je dis une vestiaire. bêtise. J'étais peut-être vestiaire. Mais l'explosion, moi j'étais sur le plateau d'RMC en haut, l'explosion du mais public fou. sur le Même coup de genou. Mais même techniquement, ce truc-là est vraiment pointu techniquement, exécuté à la perfection, puissant, il l'éteint. Waouh! Il est waouh! Ouais, il est Il extraordinaire. est waouh! Et l'explosion du public, elle était pour le geste. Et je pense qu'elle était aussi pour, tu sais, on embêtait beaucoup Fares avec tu fais pas de finish, Point tu fais pas de- fighter. voilà, machin. Et je pense qu'il y avait tout dans le public un truc de on est trop content pour Fares qu'il nous fasse ce highlight là, le chaos de la soirée et que tu vois, il puisse mettre un point d'exclamation sur une super victoire à Paris. Ouais, moi je suis content de l'avoir mis dans mon top 10 et j'espère qu'il va faire encore mieux ce week-end. On n'est plus très loin là d'ailleurs. Non, on n'est plus très loin. Contre Tom Nolan, on rappelle plein de force à Faresiam. Donc numéro 10, Aldric. Faresiam, Matt Frévola, UFC Paris 2025. Oui, je crois. 2020, oui, c'est ça. 2025. Mon numéro 10, il n'est pas sur Tapologie, Aldric. Je vais te parler d'une histoire qui raconte l'histoire du MMA français. Il n'est pas sur Tapologie et les images que je vais vous montrer vont vous prouver que c'est filmé à la caméra au point. Il n'y a pas de cage, il y a un tatami, il n'y a pas de mitaine, il n'y a pas de règles. Parce qu'il peut y avoir des coups de tête. Attends. Est-ce que on joue à qui est-ce en interactif avec Alexandre Herbier et Justine? Est-ce que ce combat se situe en Espagne? Il se situe avec un mec qui était... il se situe à Perpignan, mais par un mec qui venait d'Espagne, oui. T'es sûr qu'il est à Perpignan? Pour moi, il est à Perpignan. Moi, je pense qu'il est en Espagne. De ce que j'ai tout revu. Est-ce que c'est un Grécy? Oui. Moi, je crois qu'il est en Espagne. Parce que j'ai retrouvé les messages qu'ils envoyaient sur les forums de BJJ. Attends, parce que... Non, c'est à Perpignan. J'ai le message de Damien qui dit... je suis Vas-y, Damien. je te laisse annoncer ton combat, après on en Donc discute. c'est Damien Riccio qui bat Robin Gracie. Et je crois que c'était un stage de Robin. Robin qui vient en Espagne, et que Damien s'est présenté. Non, moi j'ai le mail. Enfin, le message qu'il laisse dans le forum de BJJ où Damien dit: je suis Damien Riccio, le gars qui a parce qu'il parle à Royce, le gars qui a relevé le challenge de ton frère Robin pendant un séminaire dans ma ville de Perpignan en France. Moi je pensais que c'était en Espagne. En fait, Robin qui tient la Gracie Barcelone vient faire un séminaire. T'as raison, il avait son Perpignan. club à Barcelone peut-être. Oui, c'est peut-être ça. Son club est Barcelone et il vient donner un séminaire à Perpignan. C'est cool que t'aies mis ce combat. La ville de Damien Riccio. Et donc Damien Riccio vient dans le séminaire pour le défier, faire le Gracie Challenge. Donc Robin Gracie, je viens de vous le dire, c'est un des frères de Royce. C'est le plus petit, je crois que c'est le plus petit, c'est le plus jeune des fils de Helio Gracie. Donc il vient donner ce séminaire à des Français ou des aspirants combattants français, séminaire Gracie. Damien Riccio vient dans la salle et le défie pour un challenge. Et donc ça donne un combat que vous allez voir pendant que je parle. Là, vous aurez les images grâce à Justine. Il n'y a pas de gants. Il n'y a pas de cage autour. Il y a des coups de tête de Damien quand ça arrive au sol. Parce qu'au début, ça se chamaille un peu debout, ça échange des coups, mais très vite. Il tire la garde, je crois, Robin. Exactement. Robin plonge dans les jambes, puis tire la garde pour amener Damien au sol, où ça continue d'échanger des coups. Et il y a des coups de tête de Damien à ce moment-là, quand ils sont au sol. Il met des coups comme ça. C'est bien que tu aies mis ça. Mais c'est extraordinaire, en fait. Je trouve que ça fait partie de l'histoire de notre MMA. C'est pas sur Tapologie. C'est pas. Profite pour passer le bonjour à Mathias et puis paix à son âme, Damien, Voilà. qui était un très grand combattant et un guerrier qui a été ambassadeur du MMA français pendant des années en Angleterre, au Japon, dans beaucoup de pays. Qui était d'une crise cardiaque, je crois, il y a quelques années, c'est ça? Ouais. Et puis voilà. Et donc, je trouve que c'est un pan d'histoire du MMA français. Un Français qui va battre un Gracie, tu vois, chez nous en plus, dans sa ville à Perpignan. Il a fini par abandonner. Exactement. Vous le verrez sur les images, il finit quand ils sont au sol et il prend des coups de tête et Robin finit par abandonner. Et en plus, il y a une histoire géniale derrière. C'est-à-dire que après ça a chauffé derrière. La vidéo que vous allez voir, en fait, a été virale sur les forums de Jiu-Jitsu et tout. Donc ça commence, c'est pour ça que j'ai des mails, parce que j'ai retrouvé les trucs. Ça commence à s'échanger des insultes sur les... Royce, il a eu très mauvaise. Dans les forums, t'as un premier truc de Royce qui parle trop mal de Damien Riccio. Donc c'est sur les forums de Atema BJJ à l'époque. Royce Gracie vient écrire sur les forums pour insulter Damien. Damien répond dans un anglais de Perpignan. Mais sa réponse est magnifique pour ça. Même, il finit la réponse en disant « Sorry for my bad English ». Mais il le sait. Mais il défonce les Royce, Rodrigo, il défonce tout le monde dans sa réponse sur les forums. Il est génial parce qu'il dit, la fin de son message, il donne son adresse mail, qui est tu la retrouves, et il dit « Au fait, les gars, les Riccio, on est aussi 7. Donc les Gracie, les gars, on vous prend quand vous voulez. » Tu vois. Mais je crois que ça a été jusqu'à
il y a eu une bagarre et tout, non? Dans un bar à Perpignan. Les Gracie sont revenus. C'est allé très loin. On est d'accord. Le jour, moi, je ne me permettrai pas d'en dire plus sur cette histoire, mais c'est bien, parce que du coup, ça laisse le prime à Mathias, parce que quand on va faire le livre, on a dit avec Alex qu'on ferait des interviews, et peut-être même que dans le livre, il y aura des liens pour aller regarder cette interview à chaque fois, et on laissera... Je pense que c'est bien qu'il y ait Mathias, parce que c'est allé très très loin cette histoire, et on laissera le soin à Mathias de raconter, de raconter tout ce qui s'est passé, mais c'est allé extrêmement loin. On va pas dire de bêtises. Extrêmement loin. On va pas donner tous les détails pour pas dire de bêtises sur ce qui s'est passé, mais en effet, il y a l'arrivée des Gracie dans le bar où travaille Damien, si je dis pas de bêtises, et que ça part en bagarre. C'est plus que bagarre. Très loin, et voilà. ça a été très très loin et de façon extrêmement méchante. Voilà, on est d'accord. Avec Mathias aussi, donc le frère mais impliqué. On laissera, je pense que moi j'ai vraiment envie, même si, attention, c'est un peu bad boy toutes ces histoires, mais ça fait partie de la culture MMA française. Sûr, totalement. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment donner la parole à Mathias là-dessus, qu'il le raconte avec ses mots, parce qu'en plus il ressemble beaucoup à son frère. Et avec l'accent de Perpignan, ce sera encore plus rigolo d'écouter Mathias nous raconter ça. J'espère qu'on va le faire prochainement. Ouais, je suis complètement d'accord et ça mérite parce que c'est une histoire du MMA française. C'est une histoire de la grande histoire. Ouais. Et vraiment, sur le forum, là, la réponse de Damien, mais elle est incroyable. Quoi. Il leur dit, mais c'est quoi le problème? C'était le Gracie Challenge, c'était votre truc, non? Tu vois, on peut pas vous challenger, on peut pas vous machin. L'autre dit que Royce dit qu'il a triché, enfin que c'était pas les vrais trucs, que son frère était pas prêt. Enfin, après, eux, ils l'ont fait au Brésil. Mais l'histoire, elle demanderait vraiment d'aller très loin. Mais c'est des trucs qui se sont faits au Brésil à de très, très, très nombreuses reprises. Tout ça, donc... C'est un séminaire, c'est une série, c'est un soap opéra cette histoire-là. Elle est extraordinaire. Et la dernière réponse de Royce qui répond à Damien, où il dit mais nous, ces challenges, c'était les gens qui venaient dans notre école, pas dans des séminaires, tu vois. Tu vois, ils cherchent juste des petits détails pour. Ils acceptent pas la défaite de Robin. C'est quand même extraordinaire. Donc Damien Riccio bat Robin Gracie. Dans un combat. C'est pas mal. T'as été extrêmement original sur ce coup-là. Je reprends ma liste. Mais je sais que tu as moins de temps de recherche en ce moment et c'est normal vu tes occupations. Donc je me suis fait plaisir, moi, à rechercher des trucs aussi pépites. Et je trouve que ça méritait d'avoir son accessite dans ce top 10. Non, mais j'aime bien. Et vous venez de voir les images. Donc, numéro 9, Aldric. Voilà, je vais confesser, parce que d'habitude, on donne des insides où on ne se parle pas. Là, on a un poil échangé en off avec Alex. Parce qu'en ce moment, j'ai un peu moins de temps de prépa. Et il m'a validé mon idée, qui était de mettre celle Mehdi Dakaev. Parce que Mehdi, il est français de cœur. Et tous les Français qui vont s'entraîner à Ahmad me disent « Ah, Mehdi m'a parlé, Mehdi m'a accueilli. » Mehdi, il est français dans sa tête, il aime parler français. Il était là dans le coin de Axel Sola quand il a pris Tourpal, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est lourd de sens, puisque Tourpal est lui-même d'origine tchétchène. Donc Mehdi, il a montré son attachement vers son équipe, le boxing, et la France aussi. Et donc, cette victoire contre Gadzhir Abadanov, qui était au Daghestan, dans une organisation daghestanaise, devant Khabib, devant son papa, Abdulmanap. Donc, c'est chez Eagle, on rappelle. Ouais. Pour la ceinture de Eagle MMA. Alors oui, elle est passée un peu à la trappe, parce que, comme d'habitude, c'est compliqué en France. Il y a peu de gens qui suivent ACA, il y avait peu de gens qui suivaient Eagle, parce que c'est pas à côté, parce que c'est des grosses cartes, parce que c'est un peu confidentiel aussi. Il faut trouver des liens YouTube, des fois, où il faut prendre un VPN. Donc, elle n'a pas fait beaucoup de bruit, cette victoire, mais voilà, battre Gadzi, qui brille maintenant quand même si son bilan, il est bon. Il s'est fait accrocher par... par qui il s'est fait accrocher au PFL. Au PFL, celui qui a été rebattu après par Ousmane. Ça va me revenir, c'est pas très grave. Alfie Davis, merci Alex. Mais oui, il a une super carrière derrière au PFL. Son bilan est lourd quand même au PFL, il a claqué beaucoup de bouches. Et le battre chez lui, c'était quelque chose d'exceptionnel de la part de Mehdi. Quand on en a parlé, moi je l'ai dans mes mentions. Toi, tu l'avais mis en accessible. Parce que, mais oui, en fait, c'est qui tu vas battre, où tu vas le battre, c'est ça. Dans quel orga tu vas le battre et à quel endroit tu vas le battre. Ce que fait le mec derrière dans sa carrière, super fort de la part de Mehdi Dakaev de battre Abadanov ce jour-là. Moi, j'avais pris au début le parti de faire que du Fight Matrix, c'est-à-dire classement, importance et lieu de combat. Mais une fois que si tu prends vraiment une personne, c'est un combat qui est lourd quand même à l'époque, parce que ils doivent être tous les deux à la 100e place mondiale. C'est une orga majeure, c'est au Daghestan. Donc c'était quand même un truc qui pesait. La perf est folle. Perf est folle. Là, t'es vraiment à l'extérieur quand même quand tu vas affronter Abadanov chez Eagle au Daghestan. Même qu'il n'y a qu'1 heure et demie de route entre Grozny et Makashkala,
ou 2 heures peut-être, c'est lourd hein, quand même. Je suis d'accord. Ah non, mais c'est une victoire qui méritait d'être citée, donc ça me va très bien que tu l'aies dans ton top 10 à la 9e place. Donc, Mehdi Dakaev qui bat Gazi Rabadanov chez Eagle au Daghestan. Moi, il y en a une, on va passer assez vite parce que j'en ai déjà parlé quand on a fait le top 20 all-time du MMA, quand j'ai parlé de lui. Abdullah Deoragimov, Rafael Aratik à Arès. Mais c'est vrai que c'est une double ceinture quand même, donc ça a dit. Et puis la victoire, moi je te dis, je suis resté debout 10 minutes. Hein. Voilà, je le répéterai, nous, ça jetait des bouteilles d'eau en tribune de presse. L'explosion, on parlait d'explosion pour Foresta, l'explosion de la salle, moi j'ai jamais vécu ça. En plus, au Dôme de Paris, qui est une petite salle, tu te souviens, le Dôme qui accueillait beaucoup Arès, donc c'est pas Bercy, tu vois, qui est très grand, c'est très confiné, avec le toit pas super haut non plus. L'explosion de cette salle. C'est pour ça que je la mets dans les plus grandes. Ouais, puis on a vécu un truc. Contexte. Il a dû perdre 24 minutes sur les 25. À peu près, ouais. Et il sort Et il fait ce knee bar, cette clé de genou de la position 4 pattes où il est pas bien. Hein. C'est un scramble 4 pattes où il en peut plus, où Aratik arrête pas de le tabasser, où il est fatigué. Il se met à 4 pattes. Tant bien que mal, il roule, il prend la clé de genou et je pense qu'il déboîte le genou d'Aratik et cette victoire est folle. Et il prend 2 ceintures à Arès, c'est aussi le sommet de la hype de Abdul, tout le monde voulait le voir à l'UFC et tout, machin. Enfin, cette victoire, tu n'oublieras, si tu étais dans la salle et on y était tous les deux, tu n'oublieras jamais cette victoire. Je suis d'accord avec toi. Jamais. C'est impossible. On t'en reparle dans 30 ans. On te dit Aratik, tu sauras. Ah non, c'est vrai. L'image, elle sera tout de suite là. Et d'ailleurs, il est champion à 93 maintenant. Oui, au KSW. T'imagines ? La victoire est folle. Alors que dis-moi pas, je dis pas de bêtises, mais je crois qu'Abdul à un moment, avec Clément, parlait de descendre à 70. Ouais. Et donc, face à un mec qui aujourd'hui est champion en 93. Ah, Abdul, c'est exceptionnel. Et moi, j'ai un petit goût amer quand même. Quand on parle de Doumbé, de Abdouragimov, j'ai un petit goût amer parce que, bon, je pense que le train n'est pas passé complètement. Pour les deux d'ailleurs. Oui. Ça tousse un peu, Alex. Hein. Mais ça aurait été génial de voir ça. Ouais, puis est-ce qu'ils sont allés au bout de leur potentiel ? Non, je pense pas, t'as raison. Et en soi, ça aurait été génial de voir ça. Ouais. Le grand spécialiste du pied-point contre le grand spécialiste du sol. Il y aurait eu un truc. Je tousse un peu parce qu'on ne les a pas vus assez, je trouve. Ils combattent pas assez. Bon, même si Abdul, j'espère qu'on va le revoir très vite, là. Mais... fait petit peu de regret. De la frustration. De la frustration. Ouais. Mais moi, je m'imaginais pas faire le top 10 sans mettre à non, mais il est cool. Inoubliable, absolument. Cette victoire à Arès, on était en janvier 2023. Arès, numéro 11. Numéro 8, Aldric. Back in the day. Tonton Christian Mbumbu contre Rich Hale. Ouais. Le nom Rich Hale, il va pas parler à beaucoup de monde, mais c'est Bellator, ceinture du Bellator. Le premier qui remporte une ceinture dans une orga aussi importante que le Bellator. Il est dans mon aéropage de 11 à 13, là, dans mes premiers accessites. J'ai pas pu réussir à le rentrer. Bah, pour moi, c'est ceinture, ceinture majeure. J'ai préféré mettre Ricio Grassi pour l'histoire cool. J'ai hâte de voir ce que tu as mis à côté alors. Mais j'ai pas pu le rentrer, il est juste au-dessus. Pour moi, il mérite largement cette place. Ouais, elle est très importante en fait. C'est quand même. Mais on parle du Bellator Prime là. Hein. C'était fort hein, quand même. Hein. Et tu deviens champion. Non, c'est le premier Français qui a fait ça, et t'as raison, elle méritait. C'est la difficulté des top 10, c'est que des fois, pour faire rentrer des trucs, tu dois en sortir d'autres, mais c'est une victoire très importante pour le MMA français. Ouais, et surtout, à cette époque, on n'avait pas d'énormes repères. C'est-à-dire que il n'y avait pas... on n'avait pas ce recul sur le haut niveau, cette confiance aussi, de gagner des gros fights. Et, ouais, c'est quelque chose de... C'est une très grosse victoire de Christian. C'était 2011, ouais, hein, tu me disais, tu rappelais, ouais. Et nous, c'est 2003, parce que je crois que je ne l'avais pas précisé, le Ricio Grassi, quand même. 2003. Préciser l'année. Back in the day aussi, comme tu dis. Mais oui, tonton, c'est trop. On l'avait dit quand on l'a fait dans le top 20, puisqu'on l'a mis tous les deux dans le top 20, c'est un mec trop souvent oublié. Il a apporté beaucoup au MMA français dans ces années-là, en fait, tu vois, qui n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Et non, je n'ai rien à dire sur le fait de l'avoir dans son top 10. En vous remerciant. La victoire est très, très importante. C'est ton numéro 8, donc tonton, Christian. Mon numéro 8, ouais. Contre Richard L, c'est ça ? Rich L, ouais. Rich L. Mon numéro 8, nous, on part en 2019. On est au Road FC à Séoul, en Corée. Et Mansour Barnaoui bat Shamil Zavorov par un coup de genou sauté au 3e round. D'ailleurs, tu me fais un petit passe D avec Mehdi et Gadzi, puisque c'est devenu après le matchmaker de Eagle. Ouais, Zavorov, ouais. Qui est un des meilleurs amis de Rabib. Ouais. Rabib est dans le coin. Et sparring à l'époque et tout, quoi. Ouais. Rabib est dans le coin de Zavorov au Road FC ce jour-là. C'est la finale du tournoi
$1 million. Enfin, Non, c'est la demi, non? C'est la demi. En fait, c'est la finale du tournoi, mais le vainqueur du tournoi allait jouer le $1 million contre le champion. C'est ça. Contre le Coréen Sol Kwon. Qu'il a défoncé. D'ailleurs, cette finale-là, t'as $200 000 pour le vainqueur. Hein. Donc Mansour, il prend 200 000 en plus. Mais la victoire, en fait, il faut se rendre compte qu'il y a Zavorov en face. C'est-à-dire que c'est Rabib, la team. Tout le monde pensait que c'était Zavorov qui allait gagner. Avant le combat, il est à 35-5 en carrière. Il est à 35-5. Il a gagné le tournoi du M1, du Fight Night Global. Il a pris la ceinture du M1 et du Octagon Fight Sensation. En welter, en plus, dans la caté d'au-dessus. Enfin, c'est un monstre, Zavorov, de l'époque. Ouais, Mansour, c'est aussi un monstre. Et Mansour, qui avait déjà embêté Islam Makhachev, donc la team Rabib était au courant que c'était un mec chiant à prendre. Le combat, je l'ai revu en préparant l'émission. Il est extraordinaire, le combat de Mansour. Non seulement il lui met le coup de genou, il l'éteint au début du 3e round. Là. Il fait dodo total, Zavorov. Enfin, il y a pas de, c'est KO. Mais tout le combat, à la fin du round 2, Zavorov, tu le vois revenir vers Rabib et tu vois dans sa tête, il dit mais comment je vais faire en fait? Parce qu'au sol, l'autre avec ses lianes géantes, il n'arrête pas de le sweeper, il le sweep genre 5 fois. Il avait un grappling très moderne avec les suicide sweep, genre de truc. Mansour Barnaoui, c'est quelque chose. Hein. Cette version-là de Mansour, on sait qu'après on l'a perdu pendant longtemps, mais on l'a pas perdu, mais je pense que son prime physique, c'est un tout petit. Regarde ce qu'il a fait. Oui, mais il avait battu Alfie Davis aussi. Hein. Pendant 3 ou 4 ans, on le voit pas combattre, c'est ça que je veux dire. Après la période Covid, il a fait autre chose. Mais en tout cas, le combattant Mansour de ce moment-là, le combat, il est phénoménal. Et en plus, ça te fait sourire parce que tu connais la fin maintenant. Je crois pas que je l'avais revu, tu vois, depuis la première fois que je l'avais vu, ce combat-là. Et chaque fois qu'il y a du clinch, mais chaque fois, il lance les genoux. Dès le début du premier round. Chaque fois. Barnaoui, tu sens qu'il sait ce qu'il va faire. Enfin, tu vois, il sait presque comment va se finir ce combat. Et il a vu un truc sur les genoux avec Zavorov. Et je te jure, il en envoie une quinzaine. Non, parce qu'en fait, à cette époque-là, Mansour, il balance parce que il s'en fout de tomber, en fait. Sur le dos, il est extrêmement à l'aise. Donc, même si tu le contres, c'est pas grave. 5 ou 6 sweeps, il lui fait. Chaque fois que l'autre le met au sol et essaye de commencer un grand endpoint, paf, il te retourne le truc, Mansour. C'est une galère sans nom, Mansour Barnaoui. Encore aujourd'hui, il a un grappling extrêmement compétitif. Donc compétitif. Qui il bat, la façon dont il le bat. Ouais, j'aime beaucoup. Et l'importance du combat, parce que tournoi $1 million sur le combat d'après. Et puis tu pouvais rêver haut sur Mansour après ça. Qui avait été déjà champion Obama. Des choses que peut-être au M1, je sais plus. M1, 3 ceintures. M1, Bama, ouais, c'est ça. Ouais, M1, c'est ça. Il sort de 4 étranglements arrière de suite, d'ailleurs, avant ce combat-là. Et tu vois, la première fois qu'il essaye de prendre le dos, je crois que c'est dans le round 1. Ouais. Tu vois, Zavorov, il est. Genre, il donne tout de son énergie. Il sait, il faut pas qu'il me prenne le dos, ce mec-là, sinon c'est mort, c'est fini. Mais je pense que Mansour a beaucoup œuvré pour faire respecter le MMA français, parce qu'à l'époque, quand il prenait un franchise, il disait c'est bon, je vais le lutter, tu vois. Il y avait beaucoup ouais, je pense qu'il a fait beaucoup, Mansour, pour crédibiliser le MMA français à l'international. Et vraiment, tu sais, même après le Flying Knee, après le KO, quand tu as toutes les images, c'est sur la chaîne YouTube du Road FC, donc vous pouvez le retrouver ça. Je mettrai peut-être juste une petite image, parce qu'à mon avis, on va se faire striker si on la met, parce que c'est une chaîne qui est toujours active avec beaucoup d'abonnés. Mais tu le vois même que quand les coins rentrent dans la cage et tout, tu vois 2-3 regards de Rabib qui dit lui c'est une galère. Ouais, mais lui c'est une galère. Lui. Des fois ils l'ont mauvaise la défaite. Là je trouve qu'il y a du respect quand même. Ouais, il sent. Je veux dire vraiment. Je trouve qu'il y a du respect pour Mansour. Mansour Barnaoui contre Shamil Zavorov, c'était mon numéro 8, numéro 7. Aldric Cassata, des plus grandes victoires de l'histoire du MMA français. Cheick Kongo, Mirko Cro Cop. Okay, c'est une décision. Je l'ai plus haut, ouais. Mais je trouve le combat exceptionnel, et surtout on va pas redire qui est Mirko Cro Cop. Surtout j'ai envie de te dire. On en parle dès maintenant, Alex, moi comme ça 2007, je l'apprends un peu. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça le truc. C'est pas du Mirko un peu plus âgé dans le temps. Parce qu'on Alexandre Herminier, nous ne sommes pas des vins. Nous ne nous bonifions pas avec les années. Non, clairement pas. On se pourrit avec les années. Donc, c'est septembre 2007, c'est à Londres. Ouais. Pour le clin d'œil, il y a Jess Liodin sur la carte, qui bat Anthony Torres. Ouais, c'est Cro Cop, il gagne le Grand Prix du Pride en 2006. Merci. Voilà. C'était ce que je voulais dire après. C'est pour ça que c'est important. C'est-à-dire que c'est le Cro Cop... j'ai envie de dire presque Prime, mais pourquoi je dirais pas Prime tout court, en fait, Alex ? Et il fracasse tout le monde dans le GP du Pride. De toute façon, ces 3 grosses années du Pride, 2004, 2005, 2006. On vous avait parlé du combat contre Fedor, même s'il le perd en 2005, c'est une dinguerie. 2004, tu te rappelles, on l'a cité dans notre top 10 des années les plus folles du MMA. C'est ça ? Où il combat 8 fois le psychopathe en mettant tout le monde KO. Où il venge sa défaite et tout contre Randleman. Et à l'UFC, il vient d'arriver, il est à 1 partout parce que le Pride a été racheté. Alors,
le petit bémol que t'as, c'est qu'il s'est déjà fait éteindre par Gonzaga, par le C'est ça. juste avant. Il avait pris un high kick. Ouais, juste avant ce combat contre. Ouais, mais je trouve ça encore plus fort de la part de Cech, parce que Gonzaga, on ne sait pas ce qui serait passé s'il n'y a pas Headshot Dead, tu vois. Là, il fait 15 minutes avec, Alex. Il fait 15 minutes avec un des meilleurs strikers de la planète et il gagne. On se rend pas compte. Il se fait pas déconnecter. T'as battu et il gagne. Mirko Cro Cop, quoi. C'est ça. C'est Et bon. de tête, j'ai pas revu le combat, Alex, mais je crois qu'il y a 2-3 middle de Mirko qui claquent de ouf et Cech, ça bouge pas, quoi. Non. Physiquement, c'est une montagne. Un tronc, un roc. Un tronc d'arbre. Ouais. Et qui finit par une décision unanime. C'est ça. Enfin, ouais, c'est. Je l'ai un peu plus haut, tu verras. Je l'ai un peu plus haut, tu verras, mais. C'est pareil, c'est un incontournable. Quand tu prépares ce top 10, tu le mets, tu sais pas où tu vas le classer, mais tu le mets. Congo a battu Cro Cop, c'est bon. Il l'a ça à vie. J'en avais d'autres d'ailleurs, enfin, je sais qu'il y en a 2-3 autres. Il y a Volkov, Bellator, Kharitonov, il y en a quelques-unes de belles victoires de. Je pense que le mieux classé à l'époque Fight Matrix, c'était celui-là. Donc moi j'ai choisi de me mettre beaucoup du côté de la data. Tu me connais, Alex, maintenant. Mais Cech, tu aurais pu en faire. Je pense qu'on aurait pu en mettre 2. Il y en a 2 ou 3 des grosses victoires. Même Barry, ça n'a jamais été un top, mais c'est fort ce qu'il a fait contre Pat Barry aussi. Ah oui, bien sûr. Et en plus, Barry, t'aurais même presque pu le rentrer parce que c'est un scénario tellement fou et c'est un combat qui reste dans les mémoires qu'elle peut rentrer dans un truc des plus grandes victoires. On a dit la manière importe aussi. Donc, oui, bien sûr. Et là, c'est une décision, mais c'est surtout le Cro Cop 2007. C'est ça qui m'a fait me décider tout de suite là-dessus. C'est pas celui un peu plus rincé de plus tard, quoi. Mais c'est ça. Quand je regardais le combat de Congo, s'il y avait pas Cro Cop, je pense que je mets Barry pour le scénar et tout. Mais là, t'as battu Cro Cop. C'est ça. C'est bon. T'as battu Cro Cop sur 15 minutes. Ouais, c'est donc bon. le Cro Cop c'est que t'as laissé faire tous ces momentum, rentrer, sortir, tu l'as laissé te cadrer et tu l'as battu. C'est ça qui est fort en fait. C'est que ce mec-là, il pouvait t'éteindre. Il était durable en plus pour un poids lourd parce que c'était pas vraiment un énorme poids lourd. Il était très fit, très musclé, très durable. Donc sur 15, c'est pas un mec comme aujourd'hui, tu vois, qui. Alors je sais pas s'il était très chargé aussi. Je suis honnête avec tout le monde. Hein. Ah bah il était du Pride, hein, donc faut être honnête, oui. On va pas se mentir. Mais il y a toujours eu ce truc aussi, ce débat. Je voulais savoir ce que t'en pensais, toi, point de vue du technicien. Comme au Pride, il était dans le ring pendant des années. Et il y a toujours ce truc de dire il arrivait moins à cadrer dans la cage aussi. Il avait moins ce truc-là. La cage était plus grande, mais moi, je pense que vraiment, la différence, elle se fait sur le cage control et ce genre de trucs, tu vois. Là, c'est très différent. C'est-à-dire, quand tu te fais amener les cordes, il y a quand même un côté où tu peux te laisser glisser, on va te remettre au milieu. C'est une façon de se remettre debout gratuit. C'est-à-dire que le mec te lutte. Tu arrives contre les cordes, tu te laisses glisser entre la troisième et la quatrième corde. Fin du bail, on te remet debout, tu as le temps de récupérer, tout va bien. Donc, il y avait une logique. Donc, je pense que c'est valable pour les combats où tu te fais lutter. Où là, il y a une très grosse différence. Il n'y a pas ce rope escape, au final, qu'il y avait au Pancras. Tu sais, où carrément, ils arrêtaient la soumission. Là, c'est pas ça, mais tu te laisses glisser. C'est intelligent. Là, concernant... Ouais, la cage a été un petit peu plus grande, mais au final, je sais qu'il l'a battu avec du striking. Hein, il l'a pas battu en le luttant. Hein, tu vois, donc non, je pense que dans le ring, c'était la même. Et pas oublier que c'est quelque chose qui lance aussi un run de Congo qui va le faire approcher pas loin de la ceinture. Hein. Il va affronter Mir, il va affronter Velasquez. C'est pas des victoires, donc on ne pouvait pas les rentrer dans notre top là. Mais à une époque où parler d'une ceinture UFC pour un Français, c'est quand même un délire. Lui, il n'en est pas très loin. Mais Cheick Kongo, il lance une série où il n'en est pas très loin. Pareil, ça a été l'ambassadeur du très haut niveau. Je veux dire, il y a deux noms. Il y a Cheick Kongo et Cyril Diabaté. Ils ont beaucoup œuvré pour être l'ambassadeur de la France à très très haut niveau aussi. Numéro 7, donc Cheick Kongo qui va. Cro Cop, je vous dirais où je l'ai, moi, un peu plus haut. Mon numéro 7, tu l'as sans doute plus haut. Mais en fait, tous ceux d'avant, il y a 2 hommages notamment que je voulais absolument mettre plus haut. C'est Manon Fiorot. Ok. Ouais, je l'ai un petit peu plus haut parce que je me suis rangé sur le nombre de points Fight Matrix. Est-ce que t'as Rose? Non. Ok, j'ai pas Rose non plus. Ah bah c'est marrant parce qu'on a tous les deux. On a Erin. Ouais. Erin Blanchfield, ouais. Bah, au niveau du classement, c'est pareil. Hein. C'est rare les oppositions 2 contre 3. Hein. Je crois que c'était 1 contre 3 même, si je dis pas de bêtises. Je crois que maintenant elle est 1 à l'époque. Oui, je pense aussi. C'est haut. Mais au départ, j'ai mis Rose. Parce que, ancienne championne, machin, Paris, co-main event. Je me suis calqué sur Matrix, il y avait plus de points. Et en fait, elle... aussi, c'est le premier combat de Rosa à 57. Elle est chez elle, Manon. Même si c'est un combat, on vous rappelle le scénar, elle saigne aussi. Enfin, c'est un combat de guerrière qu'elle nous fait à Paris contre Rose. Mais Erin, je trouve qu'il y a un truc en plus. Parce que Erin,
Elle est à 6-0 à l'UFC à ce moment-là. Elle fait peur à tout le monde. Personne ne la veut. Tu sais qu'il y a Elle fait plein peur de, à il y a tout le plein de, il y a plein de filles qui l'ont refusé avant. Erin chez elle. C'est ça. Ouais, en plus. C'est le main event, le premier de Manon. T'es en haut du poster, là. C'est le dernier combat de la soirée. 5 rounds. Ce que Manon n'avait pas fait jusque-là. On est d'accord? Non. C'est la première fois qu'elle fait 5 rounds. L'autre, elle est à 6-0. Elle vient de battre Tayla Santos, ancienne challenger. Elle vient de défoncer Tayla Santos. Elle vient de défoncer aussi Jessica Andrade, qui elle aussi a été championne à 52 en dessous. Et elle l'a fini, je crois, Andrade. J'avais noté. Ouais, elle la soumet. Enfin, elle l'étrangle au round 2. Et tout le monde dit, enfin, beaucoup de gens disent, les qualités de grappling de Erin, ça va embêter Manon, qui est quand même plus une même strikeuse. elle, même toute sa fight week, elle dit attendez que je l'attrape. Ça mettra du temps, mais attendez que je l'attrape. Et en plus, là où c'est fort, c'est qu'on décide avec Manon de la lutter en premier. C'est-à-dire que Manon me dit, ça vient de Manon. J'ai pas envie de faire le mec qui a fait le game plan génial, parce que moi, j'avais créé des momentum et des situations. Et jamais, c'est pas moi qui ai dit à Manon, lutte là. C'est Manon qui me dit, mais tu penses que si je veux la lutter d'entrée pour lui montrer, je dis, moi, je pense que tu es capable. Et c'est une masterclass. Elle, la lutte d'entrée, elle la takedown, et puis elle sort de la guillotine facilement, tu vois. Donc, je pense que ça, il y a cette guillotine de premier round. Hein, Manon sort hyper facile. Je suis juste à côté. Alors, je vais pas te faire le mec te dire, ouais, j'ai flippé Alex. T'as une crainte? Non, je suis à 2 mètres. Elle me fait comme ça. Elle me fait comme ça avec le pouce. J'ai dit, mais si ça étrangle, tu me dis, on avait travaillé si vous savez pas, vous tapez sur YouTube le Bridge Escape. Et c'est la même soumission, c'est la même sortie que Khabib face à Dustin. Donc tu donnes une position quand même. Le Bridge Escape, en fait, tu roules et du coup la personne elle va au-dessus. Et je dis à Manon, si ça étrangle, tu bridges. Elle m'a raté, elle m'a fait comme ça. J'ai en pleine guillotine. Hein. C'est-à-dire qu'elle enlève sa main de la défense pour montrer et mettre son pouce vers l'eau. Donc j'ai dit espèce de faux là, c'est pas. Et donc elle était non, elle était facile. Facile. Et franchement, on va pas être irrespectueux parce que Blankfield sera championne de l'UFC un jour. Parce qu'elle est plus jeune. C'est juste que Manon est au-dessus. Non, mais tant qu'il y a Manon et Valentina, elle ne le sera pas. Parce qu'elles sont trop fortes pour elle. Elle lui met un 50-45 x 3 ce jour-là. Et puis, mais elle sera championne de l'UFC, Blankfield. C'est Atlantic City. Chez elle. C'est pas juste chez elle aux États-Unis. Elle est née et elle s'entraîne dans le New Jersey. Erin Blanchfield, il y a tout. Non, c'est une belle victoire. Il y a tous ses potes, il y a tout son club, il y a toute sa famille. Moi, je te dis la vérité, Alex, j'ai mis 3 parce que justement, c'est. Il y a de l'hostilité, même pas de l'hostilité, mais il y a. Non, les mecs, ils nous insultent. Voilà, le public est clairement anti-Manon. Ouais. Et elle vient et être là, masterise 50-45. Elle laisse est belle, aucun doute. C'est 6-0 contre 6-0 à l'UFC d'ailleurs. Les deux sont à ce moment-là invaincus à 6 victoires. Et puis, elle vient de battre Rose, Manon, à Paris. Et prendre ce combat, c'est aussi prendre un risque. Parce que tu es en position d'être challenger une fois qu'il y aura la fin de Grasso, Shevchenko, la trilogie. C'est prendre un risque. Elle va le prendre chez elle. Elle la masterise. Impossible. Mais on aime bien ces combats. Ça, je suis content que tu n'aies pas mis. Je me suis dit peut-être qu'il va mettre Rose pour le nom et tout, et le fait que c'est à Paris. Non, Blankfield, c'était pour moi. Et d'ailleurs, regarde, ça s'est vu plus tard. Ouais. C'est pas beaucoup plus fort que Rose, mais c'est plus fort que Rose. Même si on n'était pas trop d'accord. Ouais. Non, c'est si la décision. La plus belle victoire de Manon, elle est à Atlantic City. Pour l'instant, en tout cas. On est en train d'essayer de refaire le. D'ailleurs, je pense que tout le monde a compris, mais je peux pas vous le dire comme ça à la caméra. Mais on est en train d'essayer de recréer un genre de scénario comme ça. Oui, je vois bien l'idée. Exactement. Voilà, j'en dis pas plus. Et en plus, Manon m'avait toujours dit en interview qu'elle aime bien, en fait, être en mode. Ouais, mais à l'extérieur. Comme elle était à l'UFC à l'époque. Cet UFC Paris, il est bien, mais cette zone de confort des supporters, des fois, c'est bien de la laisser. Tu vois, moi, j'aime bien. Et d'aller dans le dur de ça. Ouais. Manon Fiorot, Erin Blanchfield, c'est mon numéro 7 et c'était incontournable de ce top 10 parce que c'est une victoire extraordinaire. Numéro 6, Aldric Cassata. Il est là, mon 6. Alors, pareil, j'avais envie que Benoît, je voulais que Benoît soit dans ce top, même si pour l'instant. T'as Benoît numéro 6 ? Ouais. J'ai Benoît numéro 6. Benel ? Très bien. Non. Moi, c'est Benil. On va en avoir une différence. Moi, c'est Benil. Pour la bonne et simple raison que, toujours pareil, le coach se range sur la data et c'est pour l'instant le mec le mieux classé Fight Matrix. Hooker était pas mieux classé ? Non. Ah ok, tu vois, c'est étonnant, j'aurais pensé. Okay. Me demande pas pourquoi, parce que je suis d'accord avec toi. Je crois que sur le classement UFC, Hooker était mieux. Oui, c'est ça. Mais sur les points Fight Matrix, il donne plus. Est-ce que c'est parce qu'il l'a fini vite ? Faut regarder l'algorithme, parce qu'en fait, en plus, tu sais que Fight Matrix, pour ne pas être copié, ne donne pas exactement son algo. Mais en tout cas, Benoît a marqué plus de points sur Benil que sur Dan. Ok. De toute façon, elle est extraordinaire. C'est comme Madison Square Garden. Mais surtout le temps. 16 secondes. 14, non ou peut-être 16, 14, je sais plus. T'as même pas le temps de. Fallait pas cligner des yeux ou aller faire une pause pipi, là. T'étais mort. C'est très fort. C'est très, très fort. Et ça marque le. Il y avait eu Ruffy juste avant à Paris. Ça marque le retour. Ruffy, elle est belle aussi, mais elle était moins bien dressée. Tu sais que Benoît, il y a eu plein. En fait, j'ai hésité entre plein. Ruffy, elle est super belle parce qu'en plus, t'as le souvenir de Paris de l'année d'avant. Beaucoup le donnent
pas favori du tout, hein, on rappelle. Hein. On nous a assez chambré avant le truc pour dire vous êtes trop chauvin. Non. Même là, tu sais que notre commune d'experts Jab Life se fait du souci. Vraiment, moi je reçois des messages. Pour Paddy. Ouais, j'ai regardé le combat de Paddy contre Justin et quand même, c'est chaud et hâte d'entendre votre analyse. Et surtout, Paddy, il a beaucoup de Français. C'est-à-dire que c'est un guillotineur de Français. Il en a, dont Miguel Haro chez moi, Johnny. Il y a du monde, hein, il en a tapé des Français à Paddy, tu vois. Et la commune Jab Life se fait beaucoup de soucis pour Paddy. Mais Benoît, ouais. Il commence à avoir 2-3 combats de rêve qui sont exceptionnels quand même. Ah non, mais il en a beaucoup. Hooker, j'ai hésité aussi, parce qu'Hooker, ça te fait. Il arrive. Hooker, c'est fort. Hein. C'est ce qui le fait passer top 5. C'est un co-main event de numéroté. Il rentre dans une autre dimension chez les 70, qui est la KT où il y a le plus de monde. Devant, t'as plus que des monstres. T'as plus que les Oliveira, Tsaroukian. Il nous fait des scénarios après. Benoît, en plus, c'est un réalisateur de films parce qu'il y a des petits scénarios. Hooker, on a eu un peu chaud quand même au début. Tu vois, il te fait vivre des émotions. C'est ça. Tout le temps. Là où on n'a pas eu de scénario, quoique même. Ruffy, on a eu un peu chaud. À un moment, il y a 2-3 jeux. Je crois qu'il y a un genou sauté qui passe Ruffy qui nous a fait un peu tremblouiller. Ça tremblouille. Ça tremblouille. Ouais. Après, il lui a roulé dessus. Ouais. Mais non, à chaque fois, il y a des émotions. Hein. Benoît, c'est riche. Hein. Darius, presque un peu moins. Ah, mais non, on n'a pas eu le temps. Ça va trop vite. Darius, on n'a même pas eu le temps d'aller au frigo. Alex. Ouais, c'est ça. Mais le combat, il a démarré, c'était fini. Ça le fait passer top 10. C'est une victoire énormissime. Mais c'est marrant, pour l'instant, j'ai pas cité celle que moi j'ai mis. Non. C'est aussi au Madison Square Garden. Okay. Et c'est Matt Frevola. C'est très marrant qu'on ait Matt Frevola 2 fois dans nos classements, enfin une fois chacun. Parce que c'est pas le mec qu'on aurait pu essayer attendre là. Mais elle est belle, celle de Frevola aussi. Frevola. Parce qu'il y a du scramble et tout, de Frevola le takedown. Ça finit sur le high kick, démoniaque. Mais c'est tout ce qu'elle représente. Frevola, il sort, BSD, il sort des 4 finishes là. Thiago Moises, Bonfim, Miranda, Stolze, qui était après Eliseu. Donc c'est son premier vrai run UFC. C'est Madison Square Garden en main card. Première fois qu'on lui donne sa chance en main card d'un numéroté. C'est le Madison, tu en as parlé plus d'une fois, c'est un des événements UFC de l'année à chaque fois, les plus importants. Ah oui. Il y a le côté, c'est le 11 novembre 2023, donc 11 novembre, il y a le côté militaire en plus pour Benoît, plus pour Frevola. Et cette victoire, en fait, elle est électrisante dans la cage, mais elle est électrisante à plein de niveaux. Tu sais, c'est celle où John Anik, après le coup de pied, il dit « Benoît Saint-Denis, allons-y !» Le public, il est en feu de fou. Et qu'est-ce qu'on lui donne après ça ? Il est même pas top 15, Benoît. Et Frevola, j'ai vérifié, il est 14 avant ce combat-là. On lui donne Dustin Poirier après. Ah ouais, c'est fou. Ça, par contre, c'est fou. En fait, c'est pour ça que j'ai mis celle-là. Je pense que c'est celle qui a le plus marqué, qui a le plus accéléré sa carrière d'un coup. Ouais, en termes d'accélérateur de carrière, je te rejoins à 1000%. Les mecs, ils l'ont vu, ils ont dit ah ouais, en fait, Benoît Saint-Denis, on lui donne Dustin Poirier. C'est bon. C'est bon. Comme event de 99, vas-y, let's go. Et s'il gagne, il aurait sans doute fait Islam derrière, parce que Poirier a fait Islam derrière. Avec toi. En fait, l'implication de cette victoire, je la trouve délirante. Non, mais le côté. Moi, on voit le côté coach avec de la data pure et on voit le journaliste là avec l'histoire derrière. J'aime beaucoup. Une histoire derrière. Après, il parle des États-Unis, de la relation avec la France au micro. Non, il est fort au micro, Benoît. C'est 10 sur 10, cette performance-là. Benoît, en plus d'être un très bon combattant, il est très fort avec un micro. Et quand Annick dit ça, tu sais, il a les bras écartés. Enfin, il est majestueux, je trouve. Celle-là, elle m'est restée. Quand j'ai fait mon choix, j'ai dit, tiens, allez, Frevola, en fait. Elle est cool. Donc on a Benoît Saint-Denis, numéro 6, tous les deux. On s'est rejoints sur un numéro. Numéro 5, Aldric. Carla Moussou. Carla Moussou, Brian Baker. Okay. Même bail que... Accessible. Même bail que Tonton, que Christian Mbumbu. Le mec gagne la ceinture du Bellator à une époque où nos victoires à très haut niveau, quand je dis nos victoires, je parle de la France, bien sûr, ne sont pas légion. Alexandre Herminet, donc organisation majeure. C'est le combat qui va lui donner après... le droit d'affronter the Real Champ, qui va combattre en lutte d'ailleurs après son très grave accident. Comment ça y est, il m'est déjà sorti de la tête, Alex. Le nom du champion, je ne l'ai plus non plus. Si, celui qui revient de Askren, mourir, Ben Askren, pardon. Oui, je pensais à un autre truc. Oui, voilà. C'est Askren qui l'affronte pour la ceinture. Là, par contre, on peut parler du Askren ultra méga prime. Ouais. C'est-à-dire que moi, je reste persuadé, mais vraiment, Alex, c'est du fond du cœur, qu'il aurait donné beaucoup de fil à retordre à JSP à cette époque. Voilà ce que je pense, parce qu'il était moins fort debout, mais il y aurait eu un RAF ou un combat de grappling, je pense qu'il pouvait emmener Georges très, très, très loin. Askren de cette époque, c'est un des meilleurs combattants au monde. Vu ce qui s'est passé à l'UFC, des gens ont trop oublié, mais il y a une raison pour laquelle il échange contre DJ. C'est qu'à l'époque, beaucoup de gens veulent voir Askren à l'UFC en disant ce mec-là, il va marcher sur beaucoup de gens là-bas, tu vois, voire être champion et tout.
Donc je rejoins totalement ce que tu dis sur Askren. Oui, je l'ai en accessite, moi, Karl, mais elle est hyper importante aussi. Non, elle est fait hyper partie je importante, trouve ouais. qu'elle fait vraiment partie de la construction de notre sport. Tu vas voir, là, il y en a 2 que j'ai mis qui c'est aussi pour l'histoire et pour le symbole. Mais c'est pour ça que j'ai pas rentré celle de Tonton ou celle de Karl, mais elles sont hyper importantes. Et tu as raison de le souligner, il faut le rappeler, c'est pas une époque où on brillait pas tant que ça, hein, soyons honnêtes. Hein. C'est pas légalisé, c'est pas un sport qui existe en France en vrai. À Sorti part vous, à part les pionniers, de la communauté Kakuto, qui est devenue Ikusa et Fightway. C'était les 2 sites internet un peu pointus et il y avait donc Fight. Comment il s'appelait déjà Le magazine. Ouais, Fight Store. Non. Fight. Non, c'est pas Fight Nation. Fight Sport. Fight Sport, il s'appelait. Sorti de ça, il n'y avait rien en France à cette époque. Il n'y avait rien. C'était une toute petite commune qui devait. Franchement, il devait y avoir quoi? Peut-être 3000. Je pense qu'il y avait moins de communes que de gens sur Java IQ à cette époque. Oui. Vraiment, Alex. Oui, oui. Je pense qu'à cette époque, il y a un noyau dur, pour reprendre le terme d'RMC, de 3000 personnes peut-être. J'ai zéro doute là-dessus. Vraiment? J'ai zéro doute sur ce que tu viens de dire. C'est vraiment une très petite commune. Et donc, les victoires importantes de ces gens-là, elles sont encore plus importantes parce que tous ces mecs sur les forums et tout étaient réunis pour dire putain, il nous a fait briller. C'est ça. Il a été nous faire briller à l'international. Et vraiment, je l'avais dans les accessites assez haut aussi parce qu'elle mérite. Carla Moussou, c'était, redis-moi le nom du combattant. Baker. Oui, c'est Brian Baker. Brian Baker. Numéro 5, Carla Moussou, Brian Baker au Bellator pour le tournoi. Alors toi, tu nous as fait une leçon d'histoire? Ouais, là, il y a un peu d'histoire et ça va te parler. C'est un pays qui va te parler et on est sur cette même génération. On est le 19 mai 2011. On est à Rio de Janeiro, Aldric, au Grand Prix international 2011 du X-Combat Ultra. Et Norman Parisi bat Paulo Filho. C'est vrai. Alors, certes, pas prime. Non, pas prime, mais on est quand même juste... Il est à 22-3 en carrière, hein, Paulo Filho. C'est ça. Ancien champion du monde IBJJF en 89. Mais pourquoi je dis pas prime? Parce qu'il était quoi? Il était il était un peu gros, Paolo, à cette époque, je crois. Là, ils sont en 84. Voilà. Ouais. Mais c'est pas prime, mais c'est très peu de temps après. C'est pas pour enlever du crédit à Norman. Non, bien sûr. Exceptionnel. Hein. Mais c'est 3 ans après qu'il a été champion du wake en middleweight, parce que c'est l'époque où le wake. C'est vrai qu'il avait la ceinture middleweight quand même. Il a la ceinture du wake quand même. Le mec est passé au Deep, il a battu Yuki Kundo, il est passé au Pride, au Pancras où il a battu Minowa, au Pride t'as Murio Ruya qui a battu sous l'OF, Sakurai Ryuta, Greg MMA, qui ont fait un petit clin d'œil. Tu sais que Greg MMA, je l'ai en accessite. Andrei Semenov. Ouais, Andrei Semenov, très beau combat. Qui était à l'époque au Red Devils, l'équipe de Fedor. C'était le France-Russie au M1 là. C'était l'équipe de Fedor à l'époque, avec Semenov, avec Amar Suolev, avec le frère de Fedor, Andrei. Non, c'est Andrei Emelianenko, attends. Fedor Emelianenko et Alexander Emelianenko. Mais ouais, grosse équipe avec celui qui a affronté Midou aussi. Je sais plus le nom en tête, qui a combattu au Pride. C'était l'équipe numéro 1 de Russie à cette époque, le Red Devil. Franchement, c'était cette victoire de Greg. Elle mérite son accès. Elle mérite sa mention. Elle est super belle. J'ai pas pu la rentrer, mais elle est super, super belle. Donc, ouais, il a pris la ceinture au wake, Aldric. Sa défense de titre au wake, c'est Chael Sonnen. Aussi, tu vois. C'est pas encore le Chael, mais c'est un bon Chael Sonnen, tu vois. Derrière, il va battre Melvin Manoff au Dream. Il fait draw contre Denis Kang à Impact FC. Ensuite, il affronte Marcos Rogerio de Lima dans une orga régionale à Sao Paulo, qui était quand même j'ai remis dans mes notes, 11-7 à l'UFC en heavyweight. Marcos Rogerio de Lima. En 2023, il a battu Waldo Cortés Acosta encore. Donc, il prenait des mecs très solides, puis il va battre Yuki Sasaki au BTT Combat. Mon premier mot, presque, il ne faut pas l'entendre. Je dis juste ça parce qu'il avait été absolument exceptionnel quelques années auparavant. Mais oui, c'est pas encore le. Non, mais on est d'accord. Il battra encore Murio Ruya juste après le combat de Côte Parisi. Mais Norman a été très en avance. Norman Parisi, pareil, il était très, très en avance. Et d'ailleurs, il n'a jamais, pour moi, montré son vrai niveau. C'est-à-dire qu'à ATT, moi, j'ai des mecs qui l'ont traumatisé. Parce qu'on vivait aux États-Unis à peu près en même temps. Il traumatisait des gens en sparring. Sur son niveau en sparring, il traumatisait des gens. Athlétiquement parlant, il était exceptionnel, Norman. Tu peux avoir un meilleur Fio, en effet, dans sa carrière. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'il fallait le prendre. C'est pas du tout pour dénigrer. Moi, je l'ai mis pour le symbole. J'en ai d'autres que tu verras en accessite, des Français qui ont battu des Brésiliens ou qui ont été là-bas. Mais c'est une vraie légende, Paulo Filho, quand même. Un vrai mec qui a fait beaucoup d'orgas et beaucoup de grosses guerres, de gros combats.
J'ai revu le combat, on va le mettre là, on va le mettre aussi en extrait, c'est parce qu'il est dispo ça, je l'ai retrouvé sur YouTube. Il rentre sur du rough là, Norman, une salle bien hostile, bien brésilienne, tu vois. Après, lui, il parlait couramment portugais. Et même si c'est entraîné aux États-Unis, il a une très grosse culture martiale brésilienne aussi, Norman. Le rythme du combat est pas super fou, ça reste, tu vois, on n'est pas encore dans le MMA très rythmé avec la pace d'aujourd'hui, mais en plus, il le défonce, notamment contre la cage et au clinch. Mais si t'as vu la différence de gamme, Norman il était méga athlétique. Il le défonce. Et d'ailleurs, il était quasiment Norman sur les standards d'aujourd'hui. Ça, c'est fou quand même, parce que rappelle l'année 2011. Mai 2011. Il était sur le rebond post-pesé, tout ça, il était quasiment sur les standards d'aujourd'hui, Alex. Qui fait ça en 2011 ? Non, bien sûr. C'était une machine de guerre, Norman. Il est qu'à 8-1-1 en carrière quand il va là-bas. Donc tu vois, c'est un combattant encore assez neuf, quoi. Et il va taper Filho au Brésil. Il a déjà passé, il a déjà fait le tough et tout, Norman, à l'époque. Mais je trouve que la victoire, elle est super belle. Elle symbolise plein de trucs, tu vois, de vous, en fait, cette génération de Français qui avait été au Brésil, dans des salles, tu l'avais raconté avec Johnny, bien hostiles, bien dans des conditions, c'est pas l'UFC d'aujourd'hui, quoi. Et d'aller chercher un Paulo Filho chez lui, tu vois. Non, c'est très fort. Quelques combats avant, il fightait au Fighting Marco Challenge, comme ça nous fait un clin d'œil à Clément. Norman, et là, il va te chercher le mec, Paulo Filho, qui, comme je t'ai dit, il y a encore des belles victoires autour de ce combat-là pour Paulo, tu vois. C'est plus prime, mais c'est pas fini. Il est pas fini. Tout à fait. Vraiment. Vraiment. Et vraiment, je vous mets des images, on vous le mettra pas entier parce que c'est 3 rounds, c'est une décision. Il prend une décision. Il gagne à la décision. Ouais. Donc on va pas avoir le temps de vous mettre les 15 minutes. C'est un best-of que vous allez voir au-dessus, mais notamment à la fin du 3e round. Paulo Filho, après le combat, il titube et tout, tellement il a pris de coups au clinch là contre la cage. Il prend des pelletés de coups de Norman Parisi. Je trouvais ça cool de lui faire un beau travail journalistique, monsieur Abou. Norman Parisi qui va battre Paulo Filho au Brésil, numéro 5 pour moi. Numéro 4, Hendrik Cassata. David Baron, Hayato Sakurai. Vas-y, on a le même numéro 4. Arrête. C'est trop bien. Ouais, c'est trop cool. bien. Ouais. Trop bien, on va en parler. Shuto, 3 mai 2008. Et cela me fait mal parce que moi, je suis... pas faire le mec, oui, c'est un peu mon copain. Il a mis le t-shirt du club. Je veux dire, sur mon Instagram, tu as une photo de Hayato avec le t-shirt du Boxing Squad. Il m'a accueilli chez lui. J'ai donné des cours chez lui. Ouais, franchement, elle fait mal celle-là parce que moi, c'est pas un modèle. Ton copain, tu parlais de Sakurai, on est d'accord. Ouais. Hayato Sakurai, c'est une personne que je connais bien dans la vraie vie. Je suis allé manger chez lui avec sa femme et tout. Et donc, elle fait mal celle-là, mais. Voilà, Baron, il était exceptionnel sur la guillotine, il fallait pas se louper et il s'est loupé. Tu vas kiffer parce qu'on va en parler au moins 5 minutes parce que le combat, je l'ai retrouvé aussi. Ok. Celui-là sur Dailymotion, donc on va le passer là. Ah, c'est celui-là que tu m'as dit. On va le passer pendant qu'on parle là. On va passer parce que c'est un round. Ouais. Il le finit à la fin du premier round, guillotine. Donc on est chez Sakurai au Japon. David, il arrive. Vous allez le voir sur les images. Le short bleu, blanc, rouge avec marqué Baron derrière. Magnifique, le représentant de la France. Il a déjà 2 belles victoires qu'on aurait pu mettre en accessite de Baron, puisqu'il a battu 2 fois Dan Hardy, c'est un futur challenger à l'UFC. Il est à 16-2 en carrière. Une des 2 défaites, c'est Takanori Gomi. Et le Gomi de 2006, donc juste qui sort de son année 2005 de fou furieux, a gagné le GP au Pride. Il a été champion au 200. Enfin, c'est un très bon combattant, Baron. Mais là, il va affronter une légende, quoi. C'est ça. Dont tu as parlé toi bien, mais 32-7 à ce moment-là en carrière, Sakurai. Début pro. Je sais plus en quelle 96. Mais Alex, il y a une année carrément, il est numéro 1 mondial Fight Matrix. Oui, je sais. C'est une légende absolue au Japon. Et on en avait parlé dans notre top 50 aussi. Début pro en 96 contre Kaol Uno. Après, il va refaire un peu de grappling au World ADCC en 99. Il bat quand même André Pederneiras. Il bat Dédé. José Aldo, hein, vous savez ce que j'en pense. J'ai retrouvé dans Sakurai, sa carrière, elle est folle. Et puis c'est les combattants à l'ancienne. T'as une soirée en France en 99 où il bat Jean-Louis Alberch, Damien Riccio et James Chiavo le même soir, même jour. Ouais, ça avait fait un genre de tournoi. Ouais, il vient, bam. Ils sont 3 gros noms du MMA français de cette époque. Très gros grappling. On vous en a parlé. Très, moi je roulais avec lui au Japon, très fort en grappling. Il a affronté Anderson Silva au Shuto, il a battu Frank Trigg ou Dan Gilbert, il a affronté Matthews pour la ceinture UFC il a welter. pris Hughes, il a pris Nick Diaz, il a pris du monde le garçon. Il a battu Shinya Aoki pendant le GP le Grand Prix du Pride avec Gomi dont je vous parlais. Il est finaliste contre Gomi le 31 décembre.
Il gagne tous les autres tours Non, ce qu'a fait David est exceptionnel. C'est Vraiment. exceptionnel. Et d'ailleurs, ça lui a valu un shot direct à l'UFC. Ouais. Malheureusement, il en fera qu'un contre Jim Miller. Mais combat combat d'après. exceptionnel. Combat d'après, exactement. Et, Et il lui a donné du. Il se fait étrangler round 3 contre Miller. Je sais plus si c'est un armbar ou un étranglement, mais il est allé loin. C'était fort hein, pour l'époque, parce que le mec travaillait quand même. Il était pompier. Si je dis pas de bêtises, à cette époque, il est pompier, hein, Baron. Pompier ou policier, je sais Il a été plus. policier après, je C'est crois. après Je Ok. crois. David, mille excuses si je dis une bêtise. En même temps, ça va, c'est pas comme si je dis pas qu'il était dresseur de chameaux. Hein. C'était soit pompier, soit policier. Il a fait les deux. Il n'y a pas masse de dresseurs de chameaux. en Non, France. c'est vrai. Non, c'est pas le. Mais Justine aurait beaucoup aimé. Mais pour être, tu vois, je me trompe pas beaucoup, puisqu'en plus, il a exercé les deux professions. Il y a juste peut-être Ouais. la temporalité qui diffère. Mais le mec a un travail, quoi. Le mec a un travail et il va à l'UFC et il amène Jim Miller dans le 3e round. Ouais. Donc, David Baron, exceptionnel. Exceptionnel. C'est une victoire. Vraiment, faut se rendre compte de ce que c'est. Aller guillotiner Sakurai chez lui, au Japon. Donc, Sakurai, je vous disais ce qu'il faisait à ce moment-là. Sur ses 11 derniers combats avant Baron, c'est 10 victoires. La seule défaite, c'est Gomi en finale du ça. Pride. Et c'est au Pride et tout, c'est au plus haut niveau. Voilà. Ils les ont, honnêtement. C'est encore un Sakurai de très très haut niveau. C'est ça que je veux dire. Bushido, pour moi, ils l'ont créé pour Gomi et Sakurai. Sincèrement. Ouais, bien sûr. C'est cette génération-là. Non, S'ils ont créé un Bushido Pride, c'est uniquement pour ça, Alex. Pour faire rentrer ces Japonais exceptionnels dans le game. Quoi. Parce que le Pride, c'était souvent 90, 100, 110 déposés l'avant-veille, des fois. Enfin, on pourrait faire un podcast hein, sur les dessous du Pride. Et s'ils ont créé ce Bushido, pour moi, c'est uniquement pour Gomi et Sakurai. C'est loin d'être un Sakurai terminé, quoi. C'est encore un mec qui fait beaucoup de dégâts au Japon. L'autre, tu vas le guillotiner chez lui. Donc, vous êtes en train de voir IGA, je sais pas où on en est au moment où je vous parle. Ça se trouve, le round est déjà fini. Mais donc, c'est à la toute fin. Et tu l'as mis 4e aussi. Sur un clinch à la toute fin, on va prendre la jambe de Sakurai pour essayer de le faire tomber. Donc, Sakurai se retrouve à genoux alors que Baron et David est debout. Et tac, il enclenche la guillotine, il la serre, il la ferme. Et Sakurai tape, quoi. Il y a déjà un peu de sang sur la tête de Sakurai. Surtout avec ce niveau de grappling et tout. Et je te dis, Baron, en plus, c'était pas qu'un très bon grappleur, il était dur au mal aussi. Athlétique, dur au mal, vraiment super combattant. Et vous aurez pas, puisqu'on a vos amis, vous nous entendrez parler, donc vous aurez pas les commentaires, mais la version qu'on trouve sur Dailymotion, c'est les commentaires japonais de l'époque. Il doit être en deuil, les Japs. En fait, t'as même pas. T'entends quand Sakurai tape, t'entends la voix du japonais, t'as compris quel genre d'upset c'était. Enfin, t'as compris le délire de la victoire, quoi. Ils sont sur les fesses, les mecs, genre, quoi il a guillotiné Sakurai, là, au premier round chez nous, là. Ok, d'accord. C'est une victoire énormissime. Franchement, elle méritait carrément son top 5. David Baron qui va chercher Sakurai. Et du coup, c'est moi qui redonne mon 3 là. Tradition, ouais. Tu vois, en fait, mais c'est ce que je t'ai dit, c'est les deux que j'avais mis. C'est Norman et David au Brésil, au Japon. C'est deux tellement pays. On va pas s'attarder. C'est deux pays qui t'ont marqué, tu vois. Je te renvoie la patate chaude tout de suite, Alexandre Binet, parce que mon 3, c'est Manon Erin Blomfield. Ok, donc, logique. Notre numéro 3, on va passer assez vite alors. Puisque moi, c'est Cheikh Congo contre Mirko Crocop. Ok. C'est deux combats. À la fin le podcast est terminé. Ouais. Merci d'avoir écouté ce podcast. Ah, mais très bien, au moins le 3, on le zappe assez vite, tu vois. Et donc, ça me renvoie mon 2. Alors là. Tiens, allez, on profite, on fait 2 minutes dessus quand même. Congo, Crocop, on a déjà tout dit, Manon et Erin aussi, mais il y a un truc, t'as une anecdote de la semaine avec Blanchfield en plus que t'as en tête qui te vient, si t'as pas, hein, mais un truc que t'as vécu dans cette Fight Week ou pendant le combat, ou même un moment du combat. Mais en fait, le plus choquant, c'est pas tellement. En fait, t'es à très très haut niveau et vraiment, il y a aucun accro sur cette Fight Week. Du cut en passant. À la limite. Plus la découverte, parce que c'est une époque où j'essaie de prévoir tout, mais je me manquais encore un petit peu, même si je pense que je vais encore faire des bêtises aujourd'hui. Hein. Et j'avais découvert un peu trop tard les règlements de la commission athlétique d'Atlantic City qui interdisait même les boissons énergétiques dans le vestiaire. C'est-à-dire que ce que tu as droit de boire... En fait, tu sais que normalement, dans le ring ou dans la cage, tu n'as le droit de boire que de l'eau. Et en fait, à Atlantic City, le temps de ring, il commence dans le vestiaire. Donc vestiaire également pour ces boissons-là. Donc uniquement de l'eau. Et donc maintenant, à l'époque, elle avait sa petite routine avec je ne sais plus quel pré-workout elle prenait. Et on lui avait interdit de le faire. Me dit, bon, je m'en fous. Tu vois, il n'y avait rien qui... Cette Fight Week, alors qu'on jouait très très gros, parce que c'était vraiment le fight... Si, allez, l'anecdote, c'est la première fois qu'on nous mettait un combat
sur l'annonce du combat, je vais te la raconter, l'anecdote, parce qu'elle est rigolote. Je sais plus où on est, si on est en camp d'entraînement. En tout cas, on n'est pas en France quand ce combat est annoncé. Et puis je la vois au petit-déj. Elle se lève du petit-déj, je sais plus où, elle me regarde, elle me dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai dit Dana a annoncé le combat cette nuit. Moi, je le savais depuis 4 heures du matin, je savais même pas comment lui dire, parce qu'elle, elle espérait vraiment la ceinture Oui, encore, la tu ceinture vois. tout de suite. Ouais. Et elle se lève avec le téléphone. Je crois qu'elle a vu 89 notifications sur son téléphone, un truc comme ça. Mais je me rappelle, elle se lève avec son téléphone. Donc, quand Dana l'annonce, comme très souvent, elle n'a pas signé. Non. Oui. Elle n'est même pas au courant. Hein. Nous, on a vraiment espoir d'avoir un truc, peut-être. Et elle se lève, elle me dit, tu peux m'expliquer ce que c'est que ce bordel? Je dis, voilà, c'est Blankfield. Il faut la taper chez elle. Let's go Atlantic City. Il faut la taper chez elle. Et... Très bon. Et elle a taillé le petit déjeuner après. Et on a dit comment se passe le combat, le 50-45, où voilà, sa lutte, dès le début, elle lui montre que t'inquiète, même ta lutte, elle va pas me déranger du tout. C'est de tous les combats UFC que t'as fait, en fait, vu le scénario et vu comment elle la domine, en fait, c'est le combat où t'es le plus chill presque. Est-ce qu'il y a un moment dans le combat, tu vois, tu te poses presque dans ta chaise et tu te dis, vas-y, c'est bon. Je suis jamais chill parce que t'es à très haut niveau et ça gueulait, mais. Non, mais il y a un moment où tu te dis, il peut rien lui arriver en fait. Ouais, là elle était là, elle était en état de grâce là. Il pouvait rien se passer. Non, vraiment. Ouais, trop facile. Je pense que, en fait, il y a trop d'écart de niveau entre les deux. Et je maintiens ce que je dis, Blankfield sera championne de l'UFC, je pense, dans 4 ans, tu vois, quelque chose comme ça, 4-5 ans. Mais trop d'écart de niveau entre les deux. Ouais, c'était une fight week très marrante parce que RMC, vous suivez beaucoup. Je passe le bonjour, c'est Romain Duchâteau. Il y avait PH aussi. Il y avait PH, puis Henri Cachera qui était en caméra, mais il y avait Romain Duchâteau, un CM qui faisait un de ses premiers UFC sur place, qui est un très bon ami, donc je lui passe le bonjour. Je me souviens de plein de vidéos de vous dans Atlantic City, dans des magasins où des mecs vous arrêtez pour des photos. Je me souviens d'un mec qui arrête Manon, mais il sait pas qui c'est en fait. Il comprend que c'est une fighteuse UFC, il prend la photo, mais il sait pas exactement qui c'est. Il y avait un mode très chill dans cette fight week, très. Après, on sait ce qu'on vient faire, sait ce qu'on vient faire et on va le faire. L'équipe, ça fait longtemps qu'elle est rodée autour de ça. T'imagines, ça va faire son 9e UFC quand même là. Commence à être habitué. Je crois que Romain Duchâteau avait été ramené à l'aéroport par Don-Pierre Albertini. Très précis. On est sur de l'anecdote, tu vois. Très précise. Je vois ça. Donc, numéro 3, Manon Fiorot, Erin Blanchfield pour toi. Tchèque Congo, Micro. Crocop pour moi. Et on passe au numéro 2 et 1. Et je pense qu'on va avoir. Moi, j'ai hésité. Les mêmes 2 et 1. Moi, j'ai hésité beaucoup. J'ai hésité beaucoup aussi. Parce que, sur l'ordre ouais. Oui. Parce qu'en fait, on va se dire franchement, j'hésitais entre Nassourdine et Cyril Gane. Et en fait. Nassourdine Adesanya et Gane Cyril Gane, Derrick Lewis. Ouais. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, en termes de Fight Matrix, tu as Cyril qui est un tout petit peu devant. Parce qu'il y a une ceinture. En fait, Fight Matrix, dans son algorithme secret, valorise aussi la ceinture. Je crois que Lewis est 3 au moment où Cyril le bat Fight Matrix. Mais il y a la ceinture de l'UFC intérimaire. Magnifique. D'avoir déjà ça à la maison, c'est magnifique. Et Adesanya n'est plus champion qu'on a sur le tape. Néanmoins, j'ai beaucoup hésité entre les deux. Et pourquoi j'ai décidé de mettre Nassourdine premier et Cyril deuxième? Juste pour la manière, quoi. Et pour te raconter aussi une petite anecdote pour Nassourdine que je te dirai juste après, à propos de la maman de Easy. Donc très bien, en plus c'est marrant parce que j'ai très longtemps hésité et j'ai fini par mettre Cyril premier. Ok. Ouais. Et pour une raison qu'on va expliquer. Donc mais vas-y, on parle des deux combats en fait. Donc toi, tu as numéro 2, Cyril Gane, Derrick Lewis, et numéro 1, Nassourdine Imavov, Adesanya. Il y en a un, c'est pour Gane Lewis, c'est août 2021, le main event de l'UFC 265, ceinture intérim en jeu, et l'autre c'est le main event de l'UFC Fight Night à Riyad le 1er février 2025. Et je le dis franchement, s'il tape Pereira, pour moi c'est numéro 1. Ah oui. Si t'as Pereira là, numéro 1. Mais numéro 1, oui. De très très loin. Il y a quelques écarts avec même ces deux-là. Même par rapport à Easy, parce que Easy. Ah non, mais j'ai aucun souci. C'est numéro 1 tout de suite. C'est pour ça que c'était bien de le faire maintenant. C'est ça. C'est numéro 1 direct si Cyril le fait. C'est aussi pour laisser la porte ouverte à cet affrontement. Mais en vrai, en fait, j'ai même pas envie de te dire 1 et 2. Non, Alex, je reviens sur ce que j'ai dit en plein podcast, Justine. Tu mets 1 et 1 bis. Ouais. Je l'ai mis ex aequo. Je peux pas mettre Cyril deuxième. Je peux pas. Moi, là, je l'ai mis premier pour la seule raison que tu as dit. C'est la seule fois de notre histoire. C'est la seule fois de notre histoire où à la fin du combat, il y a un mec à la ceinture. Voilà, elle est intérimaire en fait, mais il y a Dana qui lui met une ceinture, quoi. C'est ça. Et tu vois un Français avec la ceinture de l'UFC. C'est 1-1. Je change en plein podcast. C'est 1-1. Tu peux pas. Après, il y avait la manière. La manière est extraordinaire de Nassour. Nassour, la maman de Easy, s'en va à la fin du premier. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein qui m'ont dit qu'elle a
peut-être compris qu'il allait se passer une dinguerie. Pourtant, il gagne le Il premier. gagne round. le premier. Ouais. Eh ben, elle s'en va à la fin du premier. Le KO, il est extraordinaire. En plus, il essaye de refaire une Poatan, tu sais, contre Jamal Halil. Non, l'arbitre, c'est bon. Pas d'interruption pour. Et 20 secondes après, il se fait KOT. C'est l'inverse de Poatan. Ouais, mais Bah, la ces, ces deux victoires sont folles. Ouais, quand même. non, mais elles étaient moi, tout de suite, je les Deux ai, victoires sont je les ai folles. mis 1 et 2, c'est sûr. Et Adesanya, tu vois, le petit bémol, moi qui fais le classement en numéro 1, c'est la ceinture. Et aussi le fait que c'est le premier mec qui KO Adesanya, à part Pereira, pour le coup. Exact. Mais il sort de 3 défaites sur les 4 derniers. T'as raison. Il n'est pas prime. Non, mais c'est clair. Hein. Il y a Strickland, il y a Duplessis. Depuis, il a perdu contre Pfeiffer. Non, mais t'as raison. S'il te fait la même à Adesanya, ou même qui sort de la défaite contre Pereira, je peux le mettre numéro 1 en vrai. Mais là, tu as plusieurs défaites. Tu sens qu'il commence à être quand même sur la pente descendante Adesanya. Donc, c'est les deux petites raisons qui me font que j'ai 2 Nassour et un Cyril. Mais elles sont extraordinaires, les deux. Ouais. Et Cyril, c'est Lewis, tu vois, parce que j'aurais pu aussi, tu me connais, j'aurais pu mettre dans les arguments contre, les arguments pour être Nassour premier, de dire c'est Derrick Lewis. Non, mais c'est un J'ai Lewis jamais quand beaucoup même. apprécié Derrick Lewis. C'est pas Lewis moi. d'aujourd'hui quand même. Oh. Non, C'est pas Lewis d'aujourd'hui. Il sort d'ailleurs j'ai vérifié, il sort de 4 victoires de suite, dont Curtis Blades, la dernière avant qu'il a mis KO. Non, mais parce que tu sais que c'est des mecs que j'aime moins, enfin, tu vois, des poids lourds comme ça me parle moins, quoi. Je pense je préfère le combattant Adesanya au combattant d'Eric Lewis en soi. Mais mec, à la fin, il y a la ceinture UFC. Non, mais c'est ça. Toi, je suis revenu sur mon truc, en fait. L'image, tu peux pas. L'algorithme, c'est une chose, en fait. mais les sensations et le fait d'avoir une ceinture UFC, c'est une autre chose. Et si Cyril bat Pereira, comme tu l'as dit, il passe numéro 1. Et en plus, on aura l'image de lui avec une ceinture Ce truc UFC. est fou. Là, mais on aura ce qu'ils vont faire, c'est fou. Là, pour le coup, on peut en penser ce qu'on veut de l'event, mais symboliquement, tu auras l'image avec la ceinture, avec la Maison Blanche derrière. Ce truc est fou. Non, okay. Cyril, en prenant son temps et sans rusher les combats, il est en train de faire une carrière absolument légendaire. Nassourdine est plus jeune, il a le temps encore de faire des trucs. Mais Cyril Gane, c'est... Ouais. Mais je te jure, hein, j'ai pas à faire l'oiseau de mauvais augure, tout ça. Mais en fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir cette génération. Donc, dans 4-5 ans, quand il y en a une partie qui va partir à la retraite, waouh, ça va un peu rompiche dans le MMA français. Alors, on aura d'autres trucs d'occupation parce qu'il y aura peut-être des chocs franco-français en France et dans les orgas. Un gros écosystème français. Plus sympa, mais à très haut niveau, ce sera pas la même. Je sais pas si on aura encore cette génération. Non, ils sont dingues, là. Tu l'as déjà dit, et je sais. Et ça n'empêchera pas qu'on aura des mecs à l'UFC. Hein. Il y a des mecs de talent. Mais arriver au niveau où ils sont, ces mecs-là. Parce qu'en plus, qu'en fait, là, du coup, on s'est presque banalisé les ceintures. Ah, tiens, Manon, elle va la faire. Tu crois si elle gagne son prochain? Ah, Cyril, mais là, il va prendre Aspinal. Nassour, c'est pour quand? Et BSD, il a combien de combats de la ceinture? Oh, les gars, on parle d'un truc de fou. Être classé dans ces orgas, c'est fou. Ouais, je suis d'accord. C'est un truc. On se rend pas compte, en fait. Parce que là, tu vois, on a dit que Cyril, s'il bat Poatan, il prend une place numéro 1 de notre classement. Mais t'as encore d'autres mecs qui pourraient rentrer aussi. D'ici 2026-2027, on a 4 mecs qui peuvent être, garçons et filles, hein, qui peuvent faire une ceinture. Nassour peut y avoir une plus belle victoire que celle qu'on a mis là. Manon peut y avoir une plus belle victoire que celle qu'on a mis là. BSD peut y avoir une plus belle victoire que celle qu'on a mis là. Et si c'est des ceintures pour ces 3-là, tu les classes à la... Ça se trouve, on le refait dans 2 ans, ce classement, et on est là à se prendre la tête et dire comment tu classes les 4 premiers en fait. Les mecs ont 4 ceintures. Dans 4-5 ans, le MMA français, on risque de prendre une petite claquouille dans la tête. Légère. Il faut profiter de cette génération. Profitons. La génération dorée. Voilà. Bravo, Justine. Exactement. Mais voilà. C'est pour ça que je dis, moi, je 10 piges. 10. J'arrête. J'arrête. Monte-en quelques-uns encore quand même à l'UFC. Après, je dis pas que je continuerai pas à podcaster avec mon copain. J'allais reprendre les termes du mec qui était insulté sur les réseaux sociaux, mais je le fais pas à l'antenne quand même, c'est dégueulasse. Mais on avait dit pas le physique, les gars. On avait dit pas le physique. Mais comment vous faites pour insulter ce gars? À moi que vous m'insultiez, c'est pas grave, les gars. Mais comment vous faites pour avoir de la haine pour Herbie qui bosse? Je me rendais fou. En plus, je mange beaucoup, donc c'est pas, tu vois, c'est juste que j'ai une nature. Tu es mince et élancé. Une nature mince, exactement. C'est comme ça. Ce côté coureur. Tu es fluet. Ce côté coureur de fond. C'est ça. Coureur de tu es Kényan d'origine. Exactement. Mais ouais. Kényan blanc. Je pense vraiment qu'on s'en rendra compte après. Parce que c'est un peu comme le Canada quand Georges est parti. Tu vois, ils se sont dit, ah ouais. Finalement, c'est. Parce que c'est Georges qui a ramené l'UFC au Canada. Et regarde le temps qu'ils ont mis à revenir quand il a raccroché. Donc... Et ils n'ont pas de mecs proches des ceintures, là. Vraiment, non, t'as des Malottes, t'as des Jesus Davicius, t'as quand même du fort. Mais c'est pas la même. Il y a une différence entre fort et ceinture. C'est ce qu'on verra malheureusement avec le MMA français.
On est fort, mais il y a une différence entre fort et top 3. C'est... Et ça, malheureusement, Ouais. je pense que dans 5-6 ans, ah ouais, en fait, il y a une différence. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile du tout, ce sport. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, c'était Ce le fut un top 10 plaisir, des monsieur plus Abdi. grandes victoires de l'histoire du MMA français. Il y en avait beaucoup des belles. On vous a mis quelques images en plus. N'hésitez pas à aller revoir les autres. On n'a pas les droits pour celles de l'UFC. On va pas se faire striker pour rien. Mais c'était un plaisir de refaire la grande Plaisir histoire partagé. du MMA français quand même. Et même des combats sanglants et avec coups de tête. Donc lundi, Monsieur Damien Riccio. nous parlons de l'actu et nous parlons du basket. On fera un point Ouais. à 2 matchs. Après 2 matchs. Et avant le Voilà, troisième, si qui j'ai sera été devin. le troisième sera la nuit du lundi au mardi d'ailleurs. Mais On surtout, verra si j'ai été bien inspiré. surtout bien sûr, preview de l'UFC Maison Blanche parce qu'il y aura beaucoup à dire. Gan Pereira, mais aussi le retour du combat de d'Ilia Fares. Topuria. Enfin, c'est énorme cette carte sportivement, donc on aura beaucoup de choses à dire. Il y aura le débrief d'Ares, il y aura la preview d'Hexagone, le débrief de l'UFC de ce week-end aussi avec ça. Fares. Justine, 3 heures de lundi. Ouais. Voilà. Je vais me préparer à ça. T'es déjà prévenu. Et j'en avais 2-3 que je voulais te noter quand même en accessite en plus qu'on n'a pas noté d'ici là. Il y en a que tu avais déjà dit. Le Greg Bouche la Game, donc Greg MMA contre Andrei Semenov, je l'ai déjà cité. J'avais noté Moïse Rimbon, Bruno Silva. Ouais. Parce que Bruno Silva, qui est aussi un grand nom au Brésil, et tu regardes, c'est trop marrant, mais sur toute la fin de carrière, mais pendant presque 10 ans, Bruno Silva, il va perdre que contre des mecs de l'UFC, dont Pereira d'ailleurs. C'est un des premiers combats de Pereira à l'UFC, ou peut-être le premier. Non, pas le premier. Et contre que des gros noms à l'UFC. Et la seule autre défaite pendant ces 10 ans, c'est Moïse Rimbon au Ouais, milieu. c'est vrai. Hop, normal. En plus, je pense que c'est au Brésil, si je dis Oui. pas de bêtises. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc, on avait que 10 places, donc tu peux pas les rentrer, mais je l'aurais bien rentré pour le kiff. Boris Johnson, Adriano Martins, au Jungle Fight. Boris, le premier qui va au Jungle Fight, et Adriano, il va faire une bonne carrière derrière. Battre notamment Islam Makhachev. C'est ça ce que j'allais dire. C'est le 1 de Islam quand même. Soit dit en passant. Anthony Rea contre Cyborg. Avec Midou dans le coin. Avec Evangelista Christophe Midou dans le Santos. coin. Emmanuel Fernandez, Yann Butlin, parce que c'est le premier qui prend la ceinture au cage, Ouais. Warrior, donc je trouvais ça cool. Bertrand Amoussou, Yasuaki Rao. Au Pride. Il va gagner au Pride. Et c'est le premier qui gagne. C'est un Pride ou c'est un Bushido? Je crois que c'est un Je Bushido. crois que c'est un Bushido aussi. Ouais. Orlando Viette, Robert Lucarelli à l'UFC 2 Ouais. pour le symbole. Je crois qu'Orlando nous a quittés en plus il n'y a pas très longtemps. Oui, tout à fait. Et ça, c'est le pro. Il représentait aussi, c'est le Suriname, je crois. Mais Bon, il a fait toute sa carrière en France, Voilà. il a entraîné en France. Et c'est le premier mec qui a été à l'UFC et qui a gagné, parce que c'était un tournoi, mais il gagne le premier tour. Il perd après, mais il gagne le premier tour. C'est Remco Pardoul, je crois, qui le bat après. Oui, tout à fait. Qui est devenu Tout à arbitre après. Donc il y en a plein. En vrai, il y en a plein qu'on pouvait noter. Tu vois, Moïse, il y avait Alex Stibling aussi, le Brésilien qui est là. Morgan Charrière au Cage Warrior, j'avais noté. Saladin au KSW quand il devient champion. À 20 ans. Ouais. Je crois que c'est Roman Simanski à l'époque. Toutes celles de Benoît que tu as dit, toutes celles de Cyril, toutes celles de Nassourdine, de Manon contre Rose, par exemple. Tom Bruno Duquesnoy. Suras contre Justine. Bruno Suras ou Justine contre Bruno Suras. C'est pour quand on fera le top 10 de la boxe française. Amoussou, tu les as cités. Tom Duquesnoy, Obama quand il cherche les 2 ceintures. J'ai du Emmanuel Fernandez encore. Greg contre Mark Weir. Greg MMA aussi. Ouais. C'était une... Cheikh Congo, on l'a noté. Gaël Grimaud quand il va aussi prendre les ceintures au cage. J'ai du Cyril Asker, je crois que c'est à l'EFC, avant Manon, où il avait été chercher la ceinture. J'avais Manon contre Shamia Chabi, quand elle devient championne du monde IMAF. C'est bête, mais c'est notre premier titre IMAF amateur, et aujourd'hui, c'est un truc qui est très important, les IMAF en France. Donc je trouvais que Manon, c'était cool. Manon Campo, Manon Campo pour la ceinture de Warrior. Manon Lino. Ça, c'est Amanda la Lino ceinture pour de la ceinture. D'ailleurs, elle est en co-main de Dricus. Tout à fait. C'est la C'est première qui va nous chercher dans des organes internationaux, Manon, ces ceintures-là. Manon Victoria Leonardo, parce que c'est la première Premier victoire. combat sous l'ère Reebok de l'UFC. Et première victoire féminine, en fait, à l'UFC, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est vrai. pour une Française. Salah, qui devient vraiment champion Torres 2, Samir Faidin, Sam Cressé, c'est Cage Warrior, il me semble. Et Mehdi Dakev. Gadzira Badanov, tu l'as cité. Il y en a plein des belles victoires du MMA français, et on espère que ça va continuer. Aldric Cassata a commencé par Cyril Gann. Let's go Cyril, lundi preview de l'UFC Maison Blanche. C'était Jab Culture numéro 46. Merci à tous, merci Justine pour la magie en régie et pour toutes les images que vous avez pu voir depuis tout à l'heure qu'on vous égrène ces beaux combats. Et rendez-vous lundi, c'est une grosse semaine qui s'annonce pour le MMA français. Ciao ciao Aldric, ciao à tous. Salut à tous.